Eh bien, merci. Donc, j'ai assisté à la fin du débat ce matin qui était très intéressant. Donc, on va essayer de poursuivre et puis je reprendrai quelques éléments qui ce matin m'ont interpellé pour qu'on continue le débat sur la même thématique. Alors, l'évolution des conditions de travail à l'hôpital. Je vais faire un petit peu d'histoire. Peut-être que vous avez entendu parler de Madeleine Riffaut, dont le passage aux urgences de l'hôpital Lariboisière a été médiatisé il y a quelques jours. C'est une dame de 98 ans, une ancienne résistante, grand reporter, qui était grand reporter au Vietnam côté nord-vietnamien, qui a fait toute la guerre au Vietnam côté nord-vietnam, ensuite en Algérie, et qui, quand elle est rentrée du Vietnam en 1974, s'est fait embaucher comme aide-soignante à l'assistance publique pour faire un reportage sur les conditions de travail des personnels. Et donc on a réédité ce livre l'an dernier et j'en ai fait la postface en expliquant que ce qu'elle décrivait en 1974 et aujourd'hui, en fait, les problématiques restaient les mêmes sur les conditions de travail. Le manque de moyens, la hiérarchie pesante, les problèmes de planning, de remplacement. Ce qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement, on culpabilise les personnels soignants pour les à aller plus loin qu'ils ne le souhaiteraient, sur les plannings en particulier, pour remplacer les collègues quand il manque, parce qu'on veut faire au mieux pour les patients. Voilà, donc... Madeleine Riffaut, qui est aveugle, mais qui a toute sa tête, a vécu dans sa chair la réalité de ce qu'est l'hôpital aujourd'hui, puisqu'elle est restée presque 20 heures sur un brancard, dans un service d'urgence surchargé, avec des gens qui couraient dans tous les sens, une impossibilité de pouvoir avoir un contact avec l'extérieur et de donner de nouvelles. Moi-même qui ai appelé, je suis tombé sur une médecin surchargée et peu compliante qui m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas me dire grand-chose parce que je n'étais ni de sa famille ni son médecin traitant. Vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'on se réfugie derrière les règles en niant toute humanité. Et puis, comme c'est le cas dans beaucoup d'hôpitaux parisien, mais aussi en province, eh bien, elle avait besoin d'être hospitalisée pour un bilan. Et il n'y avait pas de lit dans l'hôpital, donc elle a été transférée dans une petite clinique privée le lendemain. Voilà. Et donc, elle a voulu témoigner, puisqu'elle est encore assez connue, et donc ça fait l'objet, elle a écrit une lettre au directeur général de l'assistance publique, une lettre de plainte, en disant qu'elle pouvait se plaindre, mais qu'elle avait vu aussi à côté d'elle d'autres personnes âgées qui, elles, n'ont pas la possibilité de se plaindre, mais qu'elle voulait être leur porte-parole pour dire que c'était inacceptable d'accueillir des personnes dans ces conditions-là, et qu'il fallait que ça change. Donc ça a eu un certain retentissement avec le directeur général de l'assistance publique très gêné. Je vous dis ça parce que la problématique actuelle, c'est qu'il y a de la maltraitance. On maltraite les patients à l'hôpital, dans le médico-social, en EHPAD, avec un seuil de tolérance du côté des soignants qui s'est élevé au-delà du raisonnable. On accepte des choses aujourd'hui qu'on n'acceptait pas il y a 20 ans ou 30 ans. On se rebellait. On disait non, c'est pas possible. Aujourd'hui, le fait que les gens restent 24 heures sur un brancard, c'est normal. Voilà. Le fait que les patients se surveillent eux-mêmes d'un brancard à l'autre dans un service d'urgence, c'est normal. Le fait qu'il faille qu'ils appellent 3 fois pour avoir un bassin ou un urinal, c'est normal. Le fait que l'on donne une douche par semaine en EHPAD à une personne impotente, c'est normal. Le fait qu'on n'ait que 10 minutes pour donner à manger à une personne qui n'est pas capable de s'alimenter elle-même, c'est normal. Voilà. Alors qu'avant, on disait, non, c'est pas possible. La satiété, elle s'obtient qu'au bout de 20 minutes, si on ne prend pas le temps. D'abord, on risque des fausses routes. Si on ne prend pas le temps, la personne n'a pas correctement mangé, elle ne va pas digérer correctement et elle va continuer à avoir faim. On laisse passer les choses qui sont aujourd'hui inacceptables.
On a la chance d'avoir en face de nous une population qui est peu quérulente, revendicative, pour utiliser une terminologie médicale. On n'est pas aux États-Unis, ils ne vont pas chercher l'avocat dès qu'ils sortent de l'hôpital. Mais ça commence à se faire, et au niveau syndical, alors qu'il y avait une certaine suspicion à un moment donné, en disant oui, mais si on demande aux patients de porter plainte, on va chercher le bouc émissaire, ça va nous retomber sur la gueule. Non, aujourd'hui, il faut que les gens portent plainte. Parce que c'est un moyen, effectivement, qu'on ne soit pas culpabilisé, qu'on ne se censure pas. On n'a pas les moyens, nous, à l'intérieur. On fait ce qu'on peut, on se plaint, mais c'est difficile. Et donc, si on n'a pas le soutien des patients eux-mêmes, de leurs familles, de leurs accompagnants, on ne peut pas créer le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé une campagne qui commence à prendre de l'ampleur, qui est que les syndicats, CGT, éventuellement l'intersyndicale, fassent des signalements au procureur de la République pour mise en danger des patients et des personnels. Le premier hôpital qui a fait ça, c'est l'hôpital de Laval, qui a été médiatisé, puisque c'est une ville-préfecture où le service d'urgence a fermé brutalement. On a la chance là-bas d'avoir une activité syndicale avec que 2 syndicats, donc ça aide, la CGT et FO. Et donc la CGT et FO ont demandé un CHSCT extraordinaire, bien sûr qui n'a rien donné. Et donc ils ont annoncé au CHSCT qu'ils allaient faire un signalement au procureur. La direction ne les a pas crus. Ils ont fait le signalement au procureur. On a, voilà, avec une aide juridique sur la rédaction de ce signalement, donc en intersyndical, CGT et FO. Et le procureur eh bien, a décidé de se préoccuper de la chose, et avant d'en lancer une instruction, mais a décidé une enquête. Donc les secrétaires des 2 syndicats CGT et FO vont être interrogés par la police avec le dossier qu'ils ont constitué. Le dossier, c'est quoi? C'est toutes les fiches de dysfonctionnement, toutes les comptes rendus du CHSCT et l'absence de réponse de la direction. Et au niveau juridique, et on a une jurisprudence là-dessus, quand il y a une erreur médicale, il va y avoir une expertise. Une erreur médicale ou paramédicale, hein, une erreur de dose sur un médicament, etc. Enfin bref, il y aura une expertise. Mais quand il y a ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens, il suffit de prouver le défaut de moyens et le juge considère que le plaignant a droit à une réparation de manière automatique. Il va fixer le niveau de la réparation en fonction du préjudice. Et donc c'est intéressant, parce que là, je peux vous dire que dès que ce signalement a été fait au procureur, et bien sûr on l'a médiatisé, le directeur de l'hôpital, il était dans ses petits souliers, et l'agence régionale de santé aussi, parce qu'ils savent ce qu'ils craignent. Ils sont responsables personnellement. Si on peut prouver, et on pourra prouver, que alors que le signalement a été fait, le directeur ne s'est pas donné les moyens de rétablir le défaut de moyens, si lui, il ne peut pas justifier qu'il a signalé à l'ARS qu'il n'avait pas les moyens, il est personnellement responsable. Il faut faire la preuve que l'on a dénoncé le défaut de moyens. Je vous donne 2 jurisprudences. Une jurisprudence à Caen, où c'était une époque où il y avait un seul médecin senior aux urgences avec des internes. 100 passages par jour, forcément, le médecin senior ne pouvait pas voir tous les malades et vérifier tous les dossiers. L'interne voit un malade, le fait sortir, le malade décède 24 heures plus tard à la maison. Erreur médicale. Mais erreur médicale de quelqu'un qui exerce sous la responsabilité d'un médecin senior. Et donc, quand il y a eu le jugement, puisque forcément il y a une plainte de la famille, le juge a dit « Mais madame le médecin senior, vous avez accepté ce fonctionnement, qui est un fonctionnement dégradé, vous n'avez jamais demandé les moyens supplémentaires, vous ne pouvez pas faire la preuve que vous aviez prouvé que vous ne pouvez pas assurer la sécurité totale des patients, donc je vous condamne aussi. » Jurisprudence de l'hôpital Trousseau à Paris, où le fonctionnement dans un service de pédiatrie était un fonctionnement dégradé, où les médicaments étaient donnés par l'aide-soignante, non pas par l'infirmière. Et ça, on a pu faire la preuve que c'était le fonctionnement validé normal du service. Donc validé par le cadre, enfin l'infirmière, le cadre
jusqu'à la direction de l'hôpital. Tout le monde a été condamné, de l'aide-soignante à la directrice de l'hôpital. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est sur l'évolution des conditions de travail. Vous avez vu que la dégradation de nos conditions de travail a des conséquences pour les patients, que l'on accepte. Qui ne dit mot consent. Et il faut qu'on n'accepte plus. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui que l'on discute avec nos collègues. On ne peut plus travailler dans ces conditions-là, on maltraite les patients. Et ils ont raison d'être en colère. Et ils sont en colère, les patients, aujourd'hui. Ils ne le disent pas directement, ils ne veulent pas chercher le bouc émissaire, ils voient bien que tout le monde court dans tous les sens, mais ils sont en colère, face à la dégradation du système de soins. Hein? Voilà, parce que on s'est battu pendant ces dernières décennies face à cette dégradation. On a freiné un certain nombre de choses. Mais il faut bien reconnaître aujourd'hui que la situation des hôpitaux est catastrophique. On me disait tout à l'heure ici que les blocs opératoires fonctionnent qu'à 70%. Dans mon hôpital, c'est 50%. En commission médicale d'établissement, il y a 15 jours, le chef de service d'orthopédie a interpellé le directeur avant qu'on vote une motion de défiance contre la direction générale de l'assistance publique, l'ensemble des médecins, en disant « Monsieur le directeur, j'ai un patient, vous savez que nous sommes des spécialistes de la traumatologie complexe du membre supérieur, j'ai accepté un transfert dimanche d'un hôpital du Val d'Oise avec une fracture complexe du coude, nous sommes mercredi, il n'est toujours pas opéré et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'opérer. » Voilà. Hein? Il est clair que ce patient, il risque d'avoir des séquelles. Et moi, en tant que médecin et responsable syndical, je dis aux patients, portez plainte, on vous accompagnera dans votre plainte pour qu'on puisse désigner les responsabilités. Il y aura des condamnations, mais l'objet, ce n'est pas qu'il y ait des condamnations, c'est que ça ne se reproduise pas pour d'autres, pour que les choses changent et qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Cette évolution, les conditions de travail en 1974, lors la première édition du livre de Madeleine Vriffaut, je ne vous ai pas donné son titre, je vous conseille de le commander et de le lire, ça s'appelle « Les linges de la nuit ». Les conditions de travail étaient difficiles, il manquait de moyens, c'était compliqué aussi, mais il y avait l'espoir que ça s'améliore, et les gens se battaient pour que ça s'améliore. Et ça s'améliorait effectivement. Vous voyez, on se battait contre les salles communes, et puis moi j'étais jeune étudiant, j'ai vu les fermer les dernières salles communes. Hein, voilà. Et puis voilà, un peu plus de personnel, des conditions d'accueil hôtelière, qu'on n'ait pas une seule douche pour 30 lits, mais qu'on ait les cabinets de toilettes. Enfin bref, on a une période quand même, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, c'est la régression d'une année sur l'autre. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous sommes en crise à l'hôpital, c'est parce que nous sommes confrontés à des démissions massives. Oui, bien sûr, on ne forme pas assez, mais le problème, c'est les démissions. C'est les gens qui abandonnent le métier. Aujourd'hui, nous avons environ 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont changé de métier. Autre chiffre plus récent et plus inquiétant, je n'ai pas les chiffres pour la région Rhône-Alpes, mais la région Île-de-France, on a les chiffres nationaux, hein, c'est entre 20 et 30% d'abandon dans les IFSI. En Île-de-France, avec Parcoursup et les conditions d'études qui sont dégradées, où en stage, les étudiants servent à combler le manque de personnel, 40% de taux d'abandon et d'échec sur la promotion 2019-2022. 40% de taux d'échec. On ne remplit plus les écoles d'aides-soignantes. On ne remplit plus les écoles d'IBOD. Voilà. Donc la crise, elle est liée au fait qu'on a perdu le sens du travail. Vous voyez, c'était dur avant, mais les gens savaient pourquoi ils bossaient. Là, maintenant, on ne sait pas pourquoi on bosse. Et on bosse dans des conditions de merde. Et quand il y a un accident, ce qui est assez fréquent, là, il y a un hôpital à Paris où il y a eu encore un mort sur un brancard, le lendemain, la moitié du personnel démissionnait. Voilà. Parce que c'est inacceptable. Vous voyez, on tolère, mais quand il y a l'accident comme ça, vous vous en voulez personnellement. Mais oui, si j'avais été là, si on avait... Bon, or ça,
Vous voyez, pour un cas qui est médiatisé, qui a été médiatisé, qui est le cas de Strasbourg, c'est toutes les semaines qu'il y a des gens qui meurent sur des brancards. Toutes les semaines. Voilà. On appelle ça pudiquement une perte de chance. Hein, par défaut de moyens, mais une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables. Dans un contexte où, rendez-vous compte, ce qu'on accepte et ce qui est validé par une partie de mes chers collègues médecins, c'est ce qu'on a mis en place pour le fonctionnement des urgences cet été. C'est un fonctionnement dégradé que le ministre veut valider là dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire là, ce qu'il veut instaurer, c'est la généralisation du filtrage de l'arrivée aux urgences. Généralisation nationale. Hein? Or ça, aujourd'hui, alors un certain nombre de gens acceptent en disant « oui, mais quand même, c'est mieux, les gens ils viennent pour rien aux urgences. Oui, les gens viennent pour rien aux urgences. » Alors, c'est inacceptable de culpabiliser. Alors, on culpabilise les soignants, mais on culpabilise aussi les patients. Moi, je ne connais pas de patients qui viennent pour rien aux urgences. Oui, il y a des abus dans tout. Oui, il y a des gens qui viennent pour pas grand-chose. Mais c'est quoi? C'est peanuts. Des abus, il y en a dans tous les systèmes. L'essentiel des gens qui viennent aux urgences aujourd'hui, ils viennent aux urgences parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres ressources. Voilà. Hein? Ils ont cherché un médecin disponible, même quand ils ont un médecin traitant, le médecin traitant dit « oui, je peux vous voir dans 48 heures ». Oui, mais là, j'ai 42 fièvres. Dans 48 heures, ça fait un peu long. Ah, donc, ils viennent aux urgences. Donc, ils viennent aux urgences. Et on leur dit « ah non, mais il faut appeler le 15 ». Alors, appeler le 15, moi, c'est mon boulot. Bon, on a un centre 15 relativement bien doté, mais une augmentation de 20 à 30% du nombre d'appels qu'a provoqué l'annonce du ministre le 4 juillet, on n'a pas pu l'encaisser. On n'avait pas le personnel. Ce qui fait qu'on a eu un taux de décroché à la mi-juillet qui était de 8% de taux de décroché dans les 30 secondes. Avec des gens qui attendaient 6, 7, 8 minutes qu'on décroche. Alors moi, on l'a dit dans des communiqués de presse, moi j'ai dit sur les plateaux télé, quand on est dans une situation aussi dégradée que celle-là, si dans la personne qui attend au téléphone avec la petite musique, c'est une personne qui est devant un arrêt cardiaque, c'est même pas la peine d'envoyer les secours. On enverra un médecin pour signer le certificat de décès. Voilà, c'est quand même ça la réalité. Et là, on veut généraliser ce mode de fonctionnement, avec des gens qui valident en disant « oui, mais on travaillera dans de meilleures conditions ». Mais la question, c'est pas qu'on travaille dans de meilleures conditions, on travaille pour quoi? On travaille pour nos patients. D'accord, on a des revendications catégorielles de mieux travailler, mais on travaille avant tout pour nos patients. Et donc d'accepter cette dégradation du système, c'est particulièrement inacceptable. Et alors, avec des publicités qui ont été faites par les agences régionales de santé, mais alors ça, les agences régionales de santé, il faut supprimer ce truc-là. Hein. C'est impossible ça. D'abord, je peux vous dire, hein, pourquoi ça ne va pas bien dans notre système de santé publique. Vous savez, je connais bien le système depuis longtemps. Donc, vous avez entendu parler de la Direction générale de la santé, vous savez, le Salomon, là, qui venait vous annoncer le nombre de morts tous les soirs. Donc, Direction générale de la santé, les ARS. Alors, je vais vous dire comment on nomme les gens dans les ARS. Quand on ne sait pas quoi faire d'un directeur ou d'un médecin dans un hôpital, on lui trouve un petit poste à l'ARS ou à la Direction générale de la santé. Voilà. Alors, vous n'avez pas forcément les meilleurs, quoi. Hein. Et donc, ça se ressent sur les publicités qui ont été faites cet été pour inciter les gens à ne pas venir aux urgences pour de la bobologie. Alors, il y a des affiches qui ont été reprises et je crois que votre ARS a publié cette affiche. Pourtant, vous avez une ARS qui est dirigée par un médecin, cardiologue et joyeux franc-maçon. Donc, vous voyez une personne comme moi, avec les cheveux blancs, donc d'un certain âge, plus de 50 ans, qui se tord de douleur et qui se tient le ventre. Et le texte, c'est « pour de la bobologie, j'appelle le 15 ». Alors, je ne sais pas, moi, enfin, à l'école d'aide-soignante, d'infirmière, dans les études de médecine, on dit que quand même la douleur abdominale, surtout chez une personne de plus de 50 ans, ça peut être des choses graves, quoi. Tant qu'on n'a pas mis la main dessus, puis après, fait peut-être une petite échographie, voilà. Donc, mettre la main sur le ventre et faire une échographie, ça ne se fait pas par téléphone. Ah, donc, il faut voir un médecin. Vous voyez, donc, on marche sur la tête. C'est-à-dire que les autorités sanitaires valident des monstrueuses conneries. Voilà. Et c'est accepté par tout le monde, en tout cas par la nomenclatura qui nous dirige. Parce qu'il faut savoir qu'on est face à une... Vous avez parlé ce matin
des cadres infirmiers. Vous n'avez pas parlé des médecins. Il y a un certain nombre de services quand même où les gens démissionnent parce que vous avez des médecins qui, oui, sont eux en difficulté, mais font souffrir le personnel parce qu'ils sont en difficulté. Hein. Vous avez des services qui s'écroulent parce qu'ils sont imbuvables. Il faut le dire ça aussi. Et un certain nombre se protègent en disant c'est pas grave, on va fermer des lits. Hein. On ferme des lits parce que comme ça on travaille peut-être mieux. Hein, ou ils s'en vont. Et puis j'en parlais tout à l'heure, il y en a un certain nombre aussi qui font des épuisements professionnels, hein, qui abandonnent. Donc on voit bien que tout le système va mal, sans compter des suicides dans toutes les catégories de personnel. Des suicides en tenue de travail sur le lieu de travail. Et on essaye toujours de justifier en disant « oui, mais il avait des problèmes personnels, il avait un problème de santé, etc. etc. » Non, non, c'est grave. Le nombre de morts à l'hôpital par suicide, France Télécom, à côté, c'est de la gnognotte. OK ? Quand on regarde effectivement ce qui s'est passé ces 10 dernières années. À France Télécom, ils ont été condamnés. Pour l'instant, à l'hôpital, il y a quelques procès, mais il n'y a encore aucune condamnation. Il faudrait bien qu'il y ait des condamnations parce que c'est lié directement aux conditions de travail, au harcèlement, et puis au dysfonctionnement du mode d'organisation, de la hiérarchie hospitalière et de ce qu'ils appellent le management. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Depuis la loi Bachelot, il n'y a plus aucun contre-pouvoir à l'hôpital. Vous avez le directeur et le président de CME qui ont tous les pouvoirs. Alors, le président de CME, parfois, très rarement, il se met en opposition au directeur, mais la plupart du temps, il fait ami-ami avec le directeur. Et alors là, c'est la misère. Parce que, vous avez vu, pour ceux qui siègent en CTE, on peut raconter ce qu'on veut en CTE. Hein. C'est comme pisser dans un violon. Hein. Ça ne change rien. En commission médicale d'établissement, je peux vous dire qu'une fois qu'on a élu le président, on se fait chier, on n'a rien à décider, on ne donne que des avis et le directeur n'est pas obligé de suivre les avis. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, le directeur a tout pouvoir aujourd'hui sur la nomination des chefs de service, des chefs d'unité. Il fait ce qu'il veut. Du jour au lendemain, si vous opposez, vous redevenez médecin de base. Vous n'êtes plus chef de service. Donc c'est la raison pour laquelle il y a peu d'opposition. On parlait de la peur, vous parliez de la peur ce matin. Eh bien, ici à Grenoble, vous êtes un CHU, comme je disais, de deuxième catégorie, c'est la province, mais c'est quand même le mode de fonctionnement avec la nomination par les pairs, c'est un système clanique, et à Paris à tendance mafieuse. Alors ils n'aiment pas quand je leur dis ça, mes chers collègues, mais c'est quand même un peu ça. Quand vous êtes nommé par les pairs, il faut faire allégeance. Eh oui. Et donc, si vous êtes un petit rebelle, ça ne le fait pas. Alors, je vous conseille de lire un autre ouvrage qui vient juste de sortir, qui est en réimpression parce que la première édition est partie comme des petits pains et qui est redoutable, La santé en bande organisée. Ça parle de gens qui sont encore en poste, dont une dame qui était ministre, qui n'a pas réussi à se faire élire député et qui maintenant va nous expliquer comment on fait des économies d'énergie, qui est à la commission de régulation de l'énergie, Madame Vargon. Voilà. Voilà. Et ça vous explique comment ces gens, entre eux, se soutiennent pour tout cacher, pour garder leur poste de pouvoir et faire que finalement, ça ne bouge pas trop et qu'on continue entre amis à bien gagner sa vie, à prendre des dépassements d'honoraires, à toucher de l'argent de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, si je vous dis tout ça, vous allez me dire, ça c'est peut-être loin des conditions de travail. Non, mais parce que c'est à cause de ça que nos conditions de travail sont celles qu'on connaît aujourd'hui et qu'elles se dégradent. Parce qu'avant, comment ça se passait? Oui, vous aviez des chefs de service, mais c'était des grands services. Hein, puis il y avait un certain paternalisme. Hein, bon, un peu de sexisme quand même, hein, surtout en salle de garde, et puis de la part des chefs de service qui étaient quand même essentiellement des hommes. Mais il y avait un collectif. Hein. Le chef de service, il fallait qu'il ait une autorité qui soit respectée par son personnel, et puis il fallait que, on se respectait au travail. Hein. Il pouvait y avoir des tensions, mais on avait l'impression de travailler dans une maison commune. Et c'est ce qui tenait un petit peu l'équipe. Et donc, là, je vous ai parlé que de l'hôpital. On va faire un peu de politique. En fait,
ce qui se passe à l'hôpital, c'est ce qui se passe dans le reste de la société. Depuis le tournant libéral des années 80. Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, et puis vous avez monsieur Bérégovoy avec le père de Madame Aubry, hein, le tournant de la rigueur en France. Et ça a été quoi, ce tournant de la rigueur? Ça a été de casser tout ce qui était collectif pour favoriser l'individualisme. Parce que le collectif s'oppose au monde libéral. C'est quoi le monde libéral? C'est ce qu'on peut expérimenter de manière très crue dans les propos de M. Macron. Si tu veux avoir un beau costard comme moi, t'as qu'à bosser. Tu traverses la rue pour avoir un boulot. Alors, moi, je peux être aussi contre Macron dans le discours néolibéral populiste. Je ne sais pas si vous connaissez les goguettes sur l'histoire de traverser la rue pour trouver un boulot. Ils disent, on a un moyen pour diminuer le chômage, il suffit de multiplier les passages cloutés, et comme ça facilitera le fait de traverser la rue et il y aura plus d'emplois. Hein, voilà, enfin bon, ces discours à la mort moelleux, ça va quoi. Mais c'est le reflet du fait qu'on dit, si tu es dans la merde, c'est de ta faute. Bats-toi tout seul. Tu vis plus en HLM, tu t'achètes le pavillon à 100 000 €. Comme disait Coluche, au bout de 15 ans, les ruines sont à toi. Voilà. Et donc, vous cassez le collectif. Si je prends l'exemple de mon hôpital en Seine-Saint-Denis, quand je suis arrivé, moi, j'habitais la cité qui était derrière l'hôpital. Mais autour de moi, j'avais plein de collègues, aides-soignantes, agents hospitaliers, infirmières, qui habitaient dans le même immeuble que moi, dans la même cité. 10 minutes pour aller bosser. Donc, ce n'était pas un problème sur le collectif. La vie du syndicat et tout. On passait au syndicat le soir avant de rentrer chez soi. Voilà, bon, là, maintenant, on demande à travailler en 12 heures parce qu'on habite à 1h30 de bagnole. Et puis, on fait des heures sup parce qu'il faut payer le crédit. Hein, voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, ça ne va plus parce qu'on a des mômes et qu'on ne peut plus travailler en 12 heures, donc on abandonne le métier. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ils nous ont instillé ces dernières années, et ça a relativement bien fonctionné. Et donc, une des solutions pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est de remettre du collectif. Et on le voit bien, ce que vous décriviez ce matin, et ce qu'on constate nous. Aujourd'hui, les luttes, elles se mènent où? Service par service, à partir de revendications ponctuelles. Alors après, il faut les mener, ces luttes, parce que c'est là où on mobilise. Mais après, il faut mener le débat pour dire, mais oui, mais nous, on a ce problème-là dans ce service, mais regardez, à côté, ils ont le même problème. Et puis, nous, si on gagne, ils vont prendre à côté pour nous donner, pour nous calmer. Et les autres, ils vont être dans la merde. Donc, il faut peut-être à un moment donné, on se rassemble. Vous voyez? Pour qu'on crée le rapport de force. Et puis, la question de nos conditions de travail aujourd'hui, il faut que ça sorte de l'hôpital. Les applaudissements à 20h, c'était sympa. Mais depuis, on nous a oubliés, quoi. Hein? Donc, or, tout citoyen, demain, aura besoin de l'hôpital. On passe tous un jour de sa vie à l'hôpital. On a besoin du système de santé. Donc, la question, c'est qu'il faut faire comprendre que la santé est une chose un objet politique trop important pour le laisser dans les seules mains des professionnels et surtout dans les mains des médecins. Vous savez que la catégorie socio-professionnelle la mieux représentée au niveau politique aujourd'hui, on a dit à un moment donné, c'était les enseignants sous Mitterrand, ce sont les médecins, et pas n'importe quel médecin, les professeurs de médecine. Ils sont 5000 en France, ils sont à un nombre de postes de pouvoir très important, quelle que soit la couleur du régime, pour défendre leurs intérêts particuliers. Voilà. Et ils défendent leurs intérêts particuliers, ce qui est logique. Mais vous voyez, là, on va discuter de la convention médicale. Parmi mes multiples fonctions, je suis conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie pour la CGT. La convention médicale, c'est quoi? C'est comment travaillent les médecins en ville. Mais qui discute de comment vont travailler les médecins en ville? Les médecins avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Les patients, ils n'ont pas leur mot à dire. Alors là, moi, hier, il y avait une réunion hier, j'ai dit, le premier objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde est un médecin traitant. Donc comment on fait pour que tout le monde est un médecin traitant? Il y a 6,5 millions de Français aujourd'hui qui n'ont plus de médecin traitant, qui n'ont pas de médecin traitant, dont 600 000 personnes atteintes d'affections longue durée.
Donc si c'est ça l'objectif, on ne va pas pouvoir rester dans le système actuel, liberté de l'installation, rémunération à l'acte, leur CPTS, là, tous les acronymes de merde qui ne font pas avancer le schmilblick. Hein, voilà. On pose les vrais problèmes. Et la population, qu'est-ce qu'elle réclame aujourd'hui? Moi, je veux avoir un médecin traitant qui me reçoive dans la journée quand j'ai besoin. S'il n'est pas là, qu'il met un remplaçant, mais voilà, parce que bien sûr le médecin n'est pas disponible H24, mais je veux avoir un médecin pas trop loin de chez moi. Je veux aller chez un spécialiste sans être obligé de payer des dépassements d'honoraires. Hein, et puis je veux avoir un hôpital pas trop loin de chez moi, où il y a un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, où je puisse me faire opérer de choses simples, pas être obligé d'aller, comme là, je disais, j'étais à Aubenas il y a 15 jours. À Aubenas, les gens ils me disent, maintenant pour aller se faire soigner, comme à Valence c'est la cata, c'est soit Lyon ou Marseille. Je comprends que les gens ils sont en colère quand même. Voilà. Donc, pas très loin de chez vous, dès qu'on sort de Grenoble et qu'on va dans la montagne, il ne reste plus grand-chose quand même. Hein. Il y a un vrai souci aujourd'hui. Et cette dégradation des conditions de travail, elle touche tout le monde. Parce que, pourquoi je parle de la médecine de ville? Parce qu'on en est dépendant. Pourquoi les gens viennent à l'hôpital? Parce qu'il n'y a plus de médecine de ville. Pourquoi en EHPAD c'est la catastrophe? Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière. Alors que les GIR 1, GIR 2, hein, ça parle à tout le monde. GIR 1, GIR 2, entre professionnels. Mais un GIR 1, un GIR 2, ils ne devraient jamais venir aux urgences. Les soins qu'on fait pour les GIR 1, GIR 2 peuvent se faire en EHPAD s'il y a un médecin la journée et une infirmière 24 heures sur 24. Parce qu'on ne va pas faire des soins de réanimation. Et en plus, au niveau humain, ils restent dans leur chambre, dans leur lit, avec l'aide-soignante qu'ils connaissent, l'auxiliaire qu'ils connaissent, qui va les bichonner pour, s'ils vont un petit peu moins bien, pour leur toilette, pour leur donner à manger. Alors que si on les emmène aux urgences, c'est pour être sur un brancard où au bout de 3 heures, ils ne bougent pas, ils commencent à avoir l'escar. Voilà. Donc, il faut bien qu'on réorganise un petit peu les choses à l'extérieur. Donc, il arrive un moment donné, effectivement, la médecine de ville, il faut que ça se réorganise. Et là, il y a un véritable problème de génération, mais pas que de génération, c'est aussi de modèle. C'est-à-dire que ceux qui défendent aujourd'hui la médecine libérale à la papa avec la rémunération à l'acte, je le disais tout à l'heure à table, ce sont des mâles blancs de plus de 60 ans qui ne veulent pas que ça change. Les jeunes médecins sont à 65% des jeunes femmes qui, quand on leur propose un emploi salarié, le prennent tout de suite. Alors, les vieux cons, ils disent « Ah ouais, mais ils prennent l'emploi de salarié parce qu'elles ne veulent pas bosser. » Je dis « Écoute, moi je suis salarié à l'hôpital, pas parce que je suis salarié que je bosse moins. Par contre, effectivement, je vais avoir de bonnes conditions de travail. Et donc, si je fais que de la consultation, que je ne m'occupe pas de la gestion de ma petite entreprise qui s'appelle un cabinet libéral, si je ne m'occupe pas de la logistique et je travaille avec du personnel paramédical, on va pouvoir mieux travailler et voir plus de malades. Et puis, on pourra traiter les petites urgences. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, pour faire 3 points de suture, il n'y a pas besoin de venir aux urgences. Par contre, il faut avoir le matériel, il faut avoir du personnel, et on peut faire ça dans un centre de santé, dans une structure d'exercice collectif, où il y a du matériel. Voilà. Donc, et ça change fondamentalement les conditions de travail. Et ce modèle qu'on défend des centres de santé en lien avec l'hôpital, qui peuvent être gérés par l'hôpital ou conventionnés avec l'hôpital pour la fourniture du matériel, etc. Mais imaginez, si on réfléchit à une offre de soins sur le territoire où le personnel, on le dimensionne pour qu'il réponde à la fois aux besoins de l'hôpital dans toutes ses composantes, donc médecine, chirurgie, obstétrique, mais SSR, USLD, le médico-social, les EHPAD et les centres de santé, comme en psychiatrie. Vous savez, en psychiatrie, les gens ils travaillent en CMP et puis sur leur secteur hospitalier. Le boulot, le métier, il est complètement différent. Vous êtes à l'hôpital, vous avez eu envie d'aller travailler plutôt en EHPAD ou en centre de santé, vous pouvez bouger sur le territoire parce que c'est le même employeur ou il y a des conventions. Ce n'est pas chacun dans son coin. Vous voyez? Donc, il faut qu'on fasse bouger le système si on va améliorer nos conditions de travail. Alors là, je pars de la base, mais qu'est-ce qu'on défend, nous, la CGT, pour améliorer les conditions de travail? On défend aussi un autre modèle de société. Alors, ça paraît grand, ça, un autre modèle de société. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un autre modèle de société dans la santé? C'est assez simple. Hein. C'est pour nous, la santé ne peut pas relever du secteur marchand.
elle doit relever exclusivement du secteur non marchand, public ou privé à but non lucratif. Première chose. Quand on le dit comme ça, si vous dites nationalisation des cliniques privées, il va falloir expliquer. Et puis ça va provoquer quelques réticences. Par contre, vous dites, est-ce que la santé, est-ce qu'on doit exclure le secteur marchand de la santé? On fait un référendum avec cette question, je pense qu'on gagne le référendum. Et après, vous dites quoi? Eh bien, si les gens ne veulent pas changer, sortir du secteur lucratif, ils n'ont plus d'agrément sécurité sociale. L'affaire d'Orpea nous donne des billes monstrueuses. Parce que Orpea, c'est quoi? Ce sont des voyous qui ont exploité les résidents et le personnel pour maximiser leurs profits. Voilà. On peut être pour ou contre le marché, mais le marché, c'est quoi? Ce sont des investisseurs qui investissent dans une start-up, dans des jeux vidéo ou dans un EHPAD. Ce qu'ils veulent, c'est le meilleur retour sur investissement. Hein? Leur préoccupation, ce n'est pas d'apporter les meilleures conditions d'accueil et de soins aux résidents. Et donc, on voit bien la dérive d'Orpea. Orpea, c'est une marge brute. Une marge brute, c'est-à-dire c'est le bénéfice avant impôt, 25%. 25%. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, dans les EHPAD publics, le coût moyen aujourd'hui, c'est 2 000 € par mois. Dans les EHPAD privés, c'est 3 000 €. La différence, les 1 000 €, c'est le bénéfice. Et quand on déroule l'affaire, donc ils exploitent les salariés, les conditions de travail chez Corian et Orpea, c'est une catastrophe. Ils disent aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. Ah bah ouais, c'est dur à l'hôpital, mais alors aller faire aide-soignante ou faisant fonction d'aide-soignante dans un EHPAD, je ne sais pas s'il y a certains qui ont expérimenté, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc, on a aujourd'hui des arguments pour dire il faut qu'on réorganise autour du secteur public pour répondre au mieux aux besoins de la population. Et puis l'autre chose, c'est le financement, parce qu'on nous oppose toujours le problème, oui, mais vous comprenez, la dette qu'on va laisser à nos enfants. Alors d'une part, il faut en finir avec cette escroquerie intellectuelle qui est la dette qu'on va laisser à nos enfants. Ça, c'est aussi, vous savez, les libéraux, ils sont quand même incroyables. Comparer le budget d'un État au budget d'une famille, c'est se foutre de la gueule du monde. Parce que je ne sais pas comment vous fonctionnez chez vous, si vous avez une cave avec une machine, une imprimante pour fabriquer des billets. Mais, vous voyez, il y a peu de gens qui font ça. Hein. Donc, effectivement, le budget familial, on ne peut pas dépenser plus que ce qui rentre. Mais un État, ce n'est pas pareil. Un État, il produit de la monnaie. Même si aujourd'hui, c'est plus la France, c'est l'Europe qui produit de la monnaie, on produit de la monnaie. Donc, la dette, vous savez, le meilleur exemple sur la dette, c'est que l'histoire nous apprend beaucoup de choses. La Grande-Bretagne, à l'époque, ça s'appelait l'Angleterre. Vous savez, ils ont quelques petits soucis avec la France, avec Napoléon. Hein, Napoléon voulait les envahir, puis finalement, ils ont battu Napoléon. Mais pour battre Napoléon, il a fallu qu'ils empruntent de l'argent pour équiper leurs armées à l'époque, etc. Donc, ils ont emprunté de l'argent en 1813-14, l'Angleterre, et ils ont fini de rembourser cette dette en 1950. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la dette qu'on laisse à nos enfants. Vous voyez, voilà. Et puis, il y a des dettes qui ne sont jamais remboursées, on les annule, etc. Donc, c'est de la foutaise, cette histoire de dette. Hein. Donc, le problème, c'est qu'il faut donner les moyens pour qu'on puisse avoir effectivement un service de santé, les services publics qui fonctionnent. Donc, aujourd'hui, on a des ressources qu'on peut mobiliser immédiatement pour améliorer nos conditions de travail, embaucher. Eh bien, si on a une sécurité sociale unique, puis l'assurance maladie complémentaire, c'était une sécurité sociale collecteur unique, financeur unique, on gagne immédiatement 7 à 8 milliards d'euros de frais de gestion des assurances maladie complémentaires. Si on annule, si on annule la taxe sur les salaires, qui est un impôt qui est prélevé, regardez sur votre fiche de paye, vous avez taxe sur les salaires. Ça représente 12% des salaires. C'est un impôt qui est prélevé par l'État, puisqu'on a une activité
productive, on produit, hein, donc on prélève une taxe sur les salaires puisqu'on n'a pas de TVA. Donc ils prélèvent cette taxe sur les salaires, ça représente 12% des salaires, un peu plus de 4 milliards d'euros par an. 4 milliards d'euros par an, c'est ce dont on a besoin pour augmenter nos effectifs à l'hôpital de 100 000 personnes. C'est exactement la revendication de la CGT. On supprime la taxe sur les salaires. Alors bien sûr, on va vous dire, oui, mais il y a la règle d'or. Donc si on supprime une taxe, il faut trouver un impôt. Si on supprime un impôt, il faut en trouver un impôt pour compenser. Ben, pas de problème, on peut rétablir l'impôt sur la fortune, c'était 4 milliards, et ça marche. Alors c'est un peu simpliste, mais de l'argent, il y en a. Autre ressource, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que là, il y a le débat sur la loi de finances de la sécurité sociale, et on a rencontré les députés de l'opposition pour leur dire on veut ces amendements-là. Hein. Donc, la suppression de la taxe sur les salaires, on demande à ce qu'on ne reprenne pas qu'un tiers de la dette des hôpitaux, mais la totalité de la dette des hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux versent quasiment 1 milliard d'euros par an simplement en intérêts aux banques, sans compter ce qu'ils versent quand ils sont en difficulté financière tous les mois aux banques quand ils sont obligés de faire des emprunts de trésorerie pour payer les salaires. Vous savez ce que c'est les emprunts de trésorerie? C'est comme vous, quand vous avez du mal à finir la fin du mois. Vous allez voir c'est TLM ou l'équivalent. Bon, vous connaissez le taux. Voilà, pour les hôpitaux, c'est pareil, les emprunts de trésorerie. Ils ont du mal, ils n'ont pas l'argent qui est rentré pour payer les salaires, il faut un emprunt de trésorerie. Mais tout ça, c'est de l'argent qui nous manque, qui sont versés aux banques. Lesquelles banques, vous avez vu que niveau bénéfice, ça va dans la période, hein, n'ont pas de soucis. Et la dernière ressource supplémentaire qu'on peut avoir, c'est qu'on peut, sur l'industrie pharmaceutique, faire d'énormes économies. Parce que vous avez vu, pour ceux, il y en a qui travaillent en cancéro ici? Non, personne ne travaille en cancéro. Allez, tu connais le prix des produits que tu injectes? Voilà. Alors, voilà, il y a un vrai problème. Hein. Ça date de la loi Aubry sur les génériques. On nous a vendu les génériques à tarif encadré, mais liberté de tarif sur tous les nouveaux produits. Donc, il suffit de faire un petit changement dans la molécule, c'est un nouveau produit, et hop, au lieu de le vendre 100 €, ce qui était déjà cher, maintenant c'est 3 000 €. Voilà. Pour apporter des bénéfices qui sont en général, bon, oui, on a fait des progrès sur le cancer, mais plutôt sur le dépistage. Bon. Les médicaments, quand c'est des médicaments à 10 000 € l'ampoule pour apporter 3 mois d'espérance de vie avec des effets secondaires quand même très importants, ça se discute quand même. On peut peut-être renégocier avec les laboratoires le prix des médicaments. Il y a un vrai problème avec l'industrie pharmaceutique. Vous voyez, on a des possibilités de ressources très importantes. Et puis, la dernière chose, avant que je vous laisse la parole, parce que j'ai déjà longuement parlé, pour améliorer nos conditions de travail, il faut qu'on soit plus nombreux. Et pour être plus nombreux, il faut faire autre chose que ce qu'on a fait ces dernières années. Parce que là, on a créé la pénurie de personnel. Il faut savoir que la pénurie de personnel est organisée pour réduire la voilure du service public. Il y a exactement la même politique pour le service de santé et l'éducation nationale. Vous savez, la santé et l'éducation nationale et l'enseignement, ce sont les deux grands secteurs d'activité qui, au cours du XXe siècle, en tout cas la deuxième partie du XXe siècle, ont été largement financés par des fonds publics dans les pays riches et développés. Aujourd'hui, la logique des libéraux, c'est qu'ils veulent récupérer tout ce qui peut être rentable dans ces deux secteurs. Écoles privées, universités privées et cliniques privées, assurances privées pour la santé. Donc la question c'est, on ne dit pas qu'on détruit le public, mais en prenant un certain nombre de mesures, au bout d'un certain temps, ça se dégrade. Et quand c'est très dégradé, comme on ne calcule pas pour ses enfants, on veut le meilleur pour ses enfants, on veut le meilleur pour sa santé, pour ceux qui peuvent se le payer, ben quand la seule alternative c'est le privé, on paye. Donc on met ses gamins à l'école privée, on leur paye l'université privée, et puis on va à la clinique privée, on paye des dépassements d'honoraires quand on peut. Mais ça c'est une société inégalitaire, c'est la société à l'américaine. La société à l'américaine aujourd'hui, ils dépensent 50% de plus que nous pour leur santé. Nous on a 12% du PIB, eux ils sont à quasiment 18%. Ils sont au même niveau de la qualité de leur système de santé que le Costa Rica. Et là, un drame pour Trump, c'est les chiffres d'il y a un mois. L'espérance de vie aux États-Unis, depuis 2014, baisse. Et là,
eh bien, c'est dramatique pour eux, en tout cas pour leur ego. C'est-à-dire que l'espérance de vie aux États-Unis aujourd'hui est inférieure à l'espérance de vie en Chine. Voilà. Donc, c'est vers ça que veut nous mener M. Macron. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on réclame, pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions et qu'on rétablisse un service public à la hauteur des besoins de la population, c'est qu'il faut un grand plan de formation et d'embauche dans le secteur de la santé, du médico-social et du social. Et pour ça, on a deux mesures. C'est des amendements qu'on demande aussi à la loi de finances de la sécurité sociale, la fin de Parcoursup, qui est une catastrophe pour le métier. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous êtes tous convaincus. Et quelque chose que les plus anciens comme moi connaissaient, puisque quand on avait eu mal à recruter à l'hôpital dans les années 70, c'est comme ça qu'on procédait, on veut une enveloppe financière pour la généralisation des contrats d'études dans les 14 professions du sanitaire et du social réglementées. Les contrats d'études, c'est quoi? C'est vous rentrez à l'école, vous avez passé la sélection, vous signez un contrat, vous êtes payé au SMIC pendant vos études, payé, pas une bourse ou une allocation d'études, payé, un salaire avec des cotisations sociales, donc des cotisations retraite. Ce qui pour les jeunes, dans le cadre du débat actuel sur la retraite, est quand même assez motivant. À 18 ans, vous commencez à cotiser à la retraite. Alors bien sûr, il y a une contrepartie. Vous êtes préaffecté sur un territoire, un établissement, un groupe d'établissements. Voilà. Ce qui permet d'avoir une politique prévisionnelle des emplois. C'est-à-dire que si on met ça en place, demain, on sait combien on a d'aides-soignantes, combien on a d'infirmières dans 3 ans, etc. Donc on a des collègues qui vont arriver. Donc, ce qui va améliorer nos conditions de travail. Ce n'est pas toujours moins. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable immédiatement. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas une invention des collectivistes qui sont toujours excessifs dans leurs revendications, que nous sommes tous à la CGT. Non, ça existait jusqu'au début des années 80 et c'est même mis en place de manière ponctuelle par un certain nombre d'établissements. Nous, ce qu'on demande, c'est une généralisation sur la base des besoins en emploi aujourd'hui vacants et des prévisions de départ en retraite sur les 5 ans qui viennent. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les établissements, hein, qui se battent pour avoir les IAD, enfin, oui, comme ça se passe aujourd'hui, tout ce qui est rare est cher, hein, c'est la loi du marché. Tout ce qui est rare est cher, je suis rare, donc je suis cher, donc je vais négocier mon salaire. Hein. Donc ça, c'est la mesure essentielle pour qu'on puisse améliorer à court terme nos conditions de travail, c'est-à-dire avoir des collègues, avoir et pas que l'espoir, mais une réalité qu'on ait dans un délai raisonnable des collègues qui viennent renforcer nos équipes, ce qui nous permettra de mieux travailler. Ça ne règle pas la totalité, mais sur le reste, je ne m'appesantirai pas. Sur les conditions de travail, sur nos revendications sur les salaires, vous les connaissez. Hein, c'est la revendication de la CGT, hein, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, on a des grilles de salaire. Mais par contre, il y a une spécificité pour nous aujourd'hui dans le débat sur le temps de travail, qui est qu'aujourd'hui, nous sommes les métiers pénibles. Parce que la pénibilité, aujourd'hui, elle est essentiellement, il y a toujours l'industrie et les métiers pénibles dans l'industrie, mais les horaires décalés sont une pénibilité aujourd'hui. Travailler en équipe le jour, la nuit, le week-end, c'est une vraie pénibilité, encore plus pour des métiers à 80% féminins. Pour celles qui ne le savent pas, mesdames, je vous rappelle que si vous travaillez en horaire décalé, ça modifie votre cycle hormonal et que si vous avez les mauvais gènes, eh bien, c'est un facteur de risque du cancer du sein. Et que ce facteur de risque est pris en compte dans les pays nordiques, en particulier au Danemark, où si vous avez les mauvais gènes et que vous travaillez en horaire décalé et que vous avez un cancer du sein, c'est considéré comme maladie professionnelle. Okay. Donc, pour soulager, pour compenser cette pénibilité, eh bien, la première revendication, ce sont les 32 heures sur 4 jours avec 3 jours de repos, et non pas les 12 heures. 32 heures sur 4 jours, en 2 équipes de 8 heures, une équipe de 10 heures, pour qu'on conserve notre temps de transmission. Ça, c'est important. Et puis, qu'on revienne à un système de bonification qu'on a perdu avec la catégorie active pour tous ces métiers à horaire décalé. Donc, qu'on ait la catégorie active qui soit rétablie pour tous les personnels hospitaliers qui travaillent en horaire décalé. Voilà, donc pour tous les soignants, quel que soit leur statut. Voilà, donc c'est d'actualité, hein, parce qu'il va y avoir le débat sur la retraite. Il y a le débat sur le temps de travail. Vous avez vu qu'il y a dans un certain nombre de pays, ils sont passés aux 32 heures. Hein, donc ce n'est pas complètement fou. Hein.
et qu'en termes d'attractivité, je pense qu'aujourd'hui, si on allie les contrats d'études aux 32 heures et à la bonification de la retraite, alors ça peut être dans un premier temps par étape, mais l'objectif c'est qu'on obtienne ça en totalité, en créant le rapport de force pour pouvoir effectivement l'obtenir. Mais ça ne paraît pas complètement illusoire, parce que ce que je vous dis aujourd'hui, quand on le fait, quand on exprime la même chose dans des réunions publiques auprès de la population, pour dire comment on trouve des solutions pour notre système de santé, ça paraît réaliste, ça paraît finançable et ça paraît de bon sens. Je vais me permettre d'ajouter un point aussi, c'est les ratios. Oui. Soignants-patients aussi qui puissent améliorer vraiment les conditions si on a les personnes qui battent. Mais j'ai déjà été très long alors. J'ai pas pu parler de tout. Oui, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, c'est ouvert. Pas tout le monde en même temps. Alors, merci Christophe pour cet exposé qui était vraiment, je sais pas si... Faut que t'appuies. Pour cet exposé qui était très très intéressant. Alors moi j'ai juste une petite question par rapport alors nous ce qu'on nous dit ici c'est oui mais nous les personnes elles sont formées ici puis après elles vont en Suisse parce qu'on est quand même une région un peu frontalière. Finalement on a beaucoup de personnel qui va partir en Suisse, etc. Comment on peut finalement contrer tout ça et comment on peut éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, quand on a fait une enquête auprès de ces personnels pour savoir effectivement pourquoi ils allaient travailler à l'étranger et quelles seraient les conditions acceptables pour qu'elles reviennent travailler en France, c'est effectivement l'amélioration des conditions de travail, le niveau de rémunération, mais la première chose, ce sont les conditions de travail. Hein. Il y a la rémunération, mais elles sont prêtes à faire des concessions limitées sur la rémunération, mais quand même, parce que le temps de trajet, enfin, c'est pas toujours travailler pas trop loin de là où on habite, c'est quand même, en termes de conditions de vie, un élément essentiel aussi pour qu'on puisse conserver ce métier jusqu'à l'âge de la retraite. Parce qu'il y a un vrai problème. C'est aussi l'attitude de mercenariat qui se développe. Hein, puisque quand on est dans un service, oui, le statut de fonctionnaire, il peut paraître attractif comme ça, mais en fait, voilà, on est dépendant du planning et donc de la cadre qui fait le planning, alors que si on part en intérim, on maîtrise son temps de travail. On ne sait pas forcément pour gagner plus, mais c'est pour maîtriser son temps de travail, quelle que soit la catégorie. Donc de stigmatiser l'intérim aujourd'hui est une conséquence de la dégradation des conditions de travail à l'hôpital. Et là, on nous dit c'est la cause. Non, et on stigmatise les intérimaires, c'est toujours le bouc émissaire. La stratégie des libéraux, c'est de chercher le bouc émissaire. Voilà. Hein, donc le bouc émissaire, c'est les gens qui partiraient en intérim. Mais non, oui, il y a toujours des gens qui abusent. Mais l'essentiel des gens qui partent en intérim aujourd'hui, quand on les interroge, c'est oui pour gagner un petit peu plus, mais avant tout, c'est pour maîtriser, améliorer leurs conditions de vie et l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Il y a un aspect qu'on n'aborde pas directement pour l'instant, qui est la question de la démocratie. Parce que moi, il me semble que on l'a dit dans la matinée qu'au moment du Covid, en fait, on s'était débrouillé tout seul. Les soignants s'étaient organisés tout seuls et ça avait bien marché. Moi, je crois que c'est aussi une question importante sur l'amélioration des conditions de travail et le fonctionnement du système de santé. J'ai un souvenir, puisqu'on a parlé, on a évoqué 2-3 fois nos anciens directeurs, et j'ai un souvenir de notre ancienne directrice qui, à chaque fois qu'on avait une discussion sur
justement sur les projets qu'elle avait, où on disait mais nous on a des choses à dire et tout ça. Il y avait toujours un moment où elle disait non mais d'accord pour que vous disiez quoi que ce soit, mais on n'ira pas jusqu'à la cogestion, quoi. Tout de suite c'était voilà. On lâchera pas de pouvoir. Moi je crois que la question du pouvoir elle est aussi posée. Oui, là-dessus, on a des propositions et on en a discuté avec les élus, parce que les élus se sont sentis aussi exclus depuis la disparition des conseils d'administration. Voilà, oui, non, ils l'ont été, ils se sont sentis, non, mais ils l'ont été, mais je veux dire, bon, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont de plus de sollicitations de la part de leurs électeurs sur la dégradation du système de santé. Bon. Et il y a un problème. Avant, ils étaient quand même présidents du conseil d'administration, un conseil d'administration qui avait quand même un pouvoir, j'y reviendrai, et ils sont exclus des agences réelles de santé, parce qu'il n'y a pas pire que les agences réelles de santé, il n'y a aucune démocratie. Le directeur général, il décide de ce qu'il veut, il est nommé en conseil des ministres, c'est une catastrophe, et on prend n'importe qui. Le mec, on a eu un ancien directeur de chez Airbus, enfin, les mecs, bon, ils viennent gérer la santé comme ça. Donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on rétablisse les conseils d'administration. Il n'y a pas que nous, hein, parce que les associations d'élus montent aussi au créneau. Donc, ce n'est pas complètement illusoire. Qu'on rétablisse le conseil d'administration et que ce conseil d'administration ait droit de veto sur 2 dossiers, le budget et le projet d'établissement. Voilà. Et que s'il n'y a pas un accord avec le directeur, il faut qu'il y ait un arbitrage au niveau supérieur à l'ARS. Déjà, ça serait une première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, une CME, d'accord, que les docteurs, ils causent de problèmes de docteurs, mais qu'on fonctionne comme dans les ESPIC. C'est-à-dire qu'il y ait des instances représentatives du personnel, de tout le personnel. Les médecins, ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter. Ils sont, ils sont dans le collège cadre. Donc, maintenant, il n'y a plus de collège, mais on veut un CSE avec l'ensemble et bon, le CSE, je ne reviens pas sur les revendications de la CGT par rapport à la loi travail, mais qu'il y ait une instance de représentation des personnels où il y ait tous les personnels et que la CME ne soit qu'un outil de réflexion médicale. Mais la séparation des médecins et du personnel, c'est une catastrophe. Et puis, on ne veut plus de ces instances-là. Alors, comment ça s'appelle là, le truc infirmier là? Ah oui, la commission infirmière. La commission infirmière, là, le truc, enfin bon bref, tout est fait pour exclure la représentation démocratique syndicale. Comme on l'a fait chez les médecins avec le Conseil de l'ordre, comme on l'a étendu aux infirmières avec le Conseil de l'ordre infirmier. Hein. C'est-à-dire que, oui, c'est quand même catastrophique parce que là, le Conseil de l'ordre infirmier va être responsable de la certification, donc la formation continue des infirmières, qu'elles soient libérales ou hospitalières. Alors, on va où là? Parce que les conseils de l'ordre, c'est les copains et les coquins quand même. Hein. Donc là-dessus, on a des revendications. Hein. Je peux vous le faire à la Fidel Castro pendant 8 heures hein, sur la réforme du système de santé. Mais on a des revendications et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas les seuls à aller dans ce sens-là. Alors il y a un danger. Et il y a un danger qui vient des régions. C'est-à-dire la droite, mais donc vous êtes bien placé avec Wauquiez, la droite réclame une décentralisation de la santé avec donc une responsabilité des hôpitaux qui serait confiée aux régions. Ça, ce serait une catastrophe. Parce que ça serait le clientélisme, enfin bref. Voilà. Donc, nous, ce qu'on réclame, c'est de revenir à des services déconcentrés de l'État, comme on avait avec les DAS et les DRAS, parce que l'ARS, c'est un objet juridique non identifié, non démocratique. Non, nous, on préfère des services déconcentrés de l'État, un vrai ministère de la Santé, avec effectivement à l'échelon départemental, et on demande que l'échelon départemental soit supérieur à l'échelon régional, que l'échelon régional ne gère qu'une péréquation, mais c'est bien l'échelon départemental sur la santé, c'est-à-dire la proximité, qui est légitime. Et là-dessus, on a plein d'alliés, y compris les médecins libéraux, mais les pompiers sur les secours, etc. La région, enfin surtout quand on a des régions comme la vôtre ou le Grand Est, c'est n'importe quoi. Enfin, quelle réalité entre Nantua et Aurillac, quoi. Hein, c'est la même région. Ouais, bon. Donc, département avec donc une responsabilité sur l'organisation du système et qu'on ait, ce qu'on a mis en place dans les ARS, des structures de démocratie locale, en particulier au niveau départemental,
avec des conseils territoriaux de santé, mais des vrais conseils territoriaux de santé, qui réfléchissent aux besoins avec l'ensemble des représentants de la population, des salariés, des professionnels, pour qu'on puisse avoir des allers-retours entre l'expertise démocratique, l'organisateur qui est l'État et le payeur qui est la sécurité sociale. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Y compris du côté de la sécurité sociale, il n'y a plus de démocratie, puisqu'il n'y a plus d'élection. Mais ce qui est pire que tout, c'est que la sécurité sociale aujourd'hui est un payeur aveugle. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises, qui engagent des fonds de la sécurité sociale, sans que la sécurité sociale puisse même en décider. C'est une vraie cata, hein, comme ça a été le cas là sur un certain nombre de choses pendant la période Covid. Parce que oui, sur la démocratie pendant la période Covid, l'autogestion, très bien. Mais il y en a certains qui en ont un peu profité quand même. Ça a été à guichet ouvert pour la biologie. Hein, et tous ces tests-là qu'on a fait, qui n'ont pas servi à grand-chose à partir d'une certaine période, ça a quand même largement enrichi, non pas des biologistes qui étaient propriétaires de laboratoires, mais des grands groupes hein, qui aujourd'hui gèrent l'essentiel de la biologie avec des capitaux qui investissent dans ce secteur-là et avec une très forte rentabilité, puisque avant qu'on diminue le taux de remboursement des tests, ils se sont quand même bien gavés. Et même avec le taux de remboursement actuel, ils continuent à se gaver grave. Moi, j'aurais peut-être une petite question, sans te demander de faire Fidel Castro, mais j'ai été impressionné par la perspective que tu as dessinée au début de ton intervention. Je trouvais que ça levait, d'ailleurs tu l'as dit, ça lève un tabou quand même important d'accompagner les patients pour porter plainte et que tu présentes comme une manière, y compris de déculpabiliser les soignants eux-mêmes. Et en même temps, tu cites une jurisprudence de Trousseau où tu dis tout le monde a été condamné, de l'aide-soignante à la directrice, mais quand même de l'aide-soignante aussi. Donc je ne sais pas si tu pouvais dire un peu plus sur ce genre de démarche. Oui, je vais en dire un peu plus. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas être très long, mais c'est la raison pour laquelle on demande, même si ça paraît fastidieux, que systématiquement, il y ait des fiches, genre ça s'appelle fiche de dysfonctionnement, etc. Et voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, hein, parce qu'il y a oui, parce que chaque CHU, chaque hôpital a un acronyme. Quand vous prenez votre poste, on n'a pas le droit de retrait, nous, hein, en cas de danger. Donc on ne peut pas dire non, je ne travaille pas. Par contre, vous prenez votre poste, vous êtes en sous-effectif, il faut qu'il y ait une traçabilité que vous soyez en sous-effectif. Parce que s'il y a un incident et qu'il y a une plainte, si vous avez accepté de travailler en sous-effectif sans le signaler à votre hiérarchie, vous êtes co-responsable. Donc il faut systématiquement faire des fiches de licenciement. Ce matin, le camarade inspecteur du travail l'a cité Toulouse. Toulouse, ce qui nous a permis de mettre la direction en difficulté, c'est qu'on a on a fait fuiter à la presse 22 000 fiches de dysfonctionnement sur 5 ans. Alors, la direction a beau dire oui, mais l'essentiel, il y avait beaucoup de choses qui ne justifiaient pas, l'essentiel était réglé, mais la presse a dit 22 000 fiches quand même, c'est que ça ne va pas bien dans votre boîte. Donc, plus, ça paraît fastidieux, mais en cas d'incident, si on peut donc justifier d'un fonctionnement inadapté, régulier, validé par la direction, on est en position de force. Alors, la traçabilité, attention, il faut la faire sur l'informatique de l'hôpital et tout de suite transférer sur votre informatique personnelle. Puisque vos comptes hospitaliers, on peut faire tout disparaître à n'importe quel moment. Et ça s'est déjà fait hein, dans un certain nombre d'hôpitaux. Donc, quand vous faites une fiche de dysfonctionnement, puisqu'elles sont informatisées la plupart du temps maintenant, vous en faites une copie, comme vous voulez. Soit vous pouvez transférer le mail, soit vous en faites une photo sur votre téléphone. Il faut garder. Et la bonne stratégie, c'est de dire aux salariés de faire ses fiches et d'en envoyer systématiquement un double au syndicat. Comme ça, le syndicat peut accumuler et au moment opportun, mettre ça sur la place publique. Et donc, c'est ça qui permet de se protéger. Autrement, effectivement, on risque la jurisprudence. Mais donc, il faut expliquer l'intérêt de ces fiches de dysfonctionnement. Quand il dit juste faire la fiche de dysfonctionnement, il dit « Ouais, mais c'est tous les soirs, je vais en faire une. » Ben ouais, tous les soirs, parce que tu prends ton poste en situation où tu es en danger. Et s'il y a le moindre incident, tu es co-responsable si tu ne signales pas que tu n'as pas les moyens d'assurer la sécurité du patient. C'est ça qui est important.
à savoir qu'en tant que membre du CHSCT, on reçoit un résumé de toutes les fiches grises qui sont faites, qui sont relatives aux conditions de travail. Donc on les reçoit vraiment et on les regarde vraiment. Elles sont anonymisées, donc on ne pourra pas vous retrouver pour vous poser des questions. Donc n'hésitez pas à venir vers les syndicats, mais en tant que membre du CHSCT, on a accès à ça. C'est très intéressant ce que vous dites, mais ça concerne les soignants. Et quand je parle de soins, je parle de ceux qui sont auprès du malade, du lit du malade. Et dans l'hôpital, il y a énormément d'autres professions qui sont en difficulté. Moi, je suis assistante sociale. Il y a un sous-effectif. Donc, on reçoit de temps en temps des mails concernant des patients de notre pôle. Donc, ce n'est même pas de la personne avec qui on travaille qu'on remplace quand elle est absente, quelle que soit notre condition, que la présence du binôme ou pas soit là. Et on est censé, donc c'est un mail qui est général, hein, il y a plusieurs assistantes sociales du pôle, et on est censé, soi-disant, tout lâcher pour voir ces personnes. Et c'est vrai que tout le monde sait qu'on est en sous-effectif, mais je ne vois pas comment on peut faire dans cette situation. On ne peut pas faire des fiches magris chaque fois qu'on reçoit un mail ou bon. Non, mais ça après, c'est l'activité syndicale de base. C'est-à-dire que le groupe assistante sociale, à partir d'un moment donné, il faut vous réunir avec le syndicat et fixer les règles en disant ça on accepte, ça on n'accepte pas. Voilà. La force, parce que dans les professions, on a des professions qui sont quand même très identifiées à l'hôpital. Et donc, avec des métiers aussi très ciblés. Donc, sur la qualité de ce qu'on est capable de faire, on a notre mot à dire. Si on considère qu'on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, qu'on soit soignant ou non soignant, on est capable de le dire de la même manière. Et c'est la négociation collective avec l'employeur, avec la direction de l'hôpital, pour dire ça, tant qu'on est en sous-effectif, on ne pourra pas le faire, ou on n'accepte pas de lâcher nos dossiers traditionnels pour aller choisir gérer une urgence, et de se donner les moyens, y compris jusqu'à la grève du groupe, pour dire, voilà, il faut qu'on formalise les règles de fonctionnement de notre profession dans l'établissement, tant qu'on n'est pas effectif suffisant. Je ne vois pas d'autre solution, hein. C'est clair que… Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour améliorer ces conditions de travail, il faut partir de la réalité de chacun des métiers et rassembler les collègues service par service. Alors ça peut être plusieurs métiers ou un seul métier quand on est… Mais voilà, assistante sociale, parce que c'est très spécifique, ou les psychologues. Si on part du métier et qu'on discute avec les salariés autour de leur métier, les revendications, elles viennent d'elles-mêmes. On les met par écrit. Et on dit maintenant, si on va améliorer nos conditions de travail, comment on fait ensemble pour aller négocier avec la direction pour qu'on ait des règles qui nous permettent de travailler dans de meilleures conditions. Voilà. Et c'est aussi, à un moment donné, dans l'intérêt de la direction, parce que le souci à l'heure actuelle, c'est que si ils sont en opposition complète avec l'ensemble des salariés, on a une accélération des démissions. Et il arrive un moment donné, on peut réduire les activités, mais il faut quand même qu'il reste un minimum à l'hôpital. Hein. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il commence à y avoir un petit bouger chez certaines directions d'hôpitaux qui disent « Oh là là, on va vraiment dans le mur, on a trop réduit ». Le nouveau directeur général de l'assistance publique, Nicolas Revel, ce n'est pas n'importe qui, hein, il est au secrétariat général de l'Élysée, après il a été directeur de cabinet de Castex, c'est l'ancien directeur de la CNAM, il vient directeur général de l'assistance publique. Donc il a fait une liste de propositions, il faut qu'on discute. Mais il y a une chose très importante qu'il a mis dans la lettre qu'il a envoyée à tous les salariés, c'est de dire on s'est trompé sur les plans d'économie qui étaient basés sur des réductions de personnel. Oui, directeur général de l'assistance publique. C'est un changement très important. Hein, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que tous ces plans d'économie-là, aujourd'hui on est à la limite. Et que ça risque y compris de se retourner contre eux. Parce que quand l'hôpital ne peut plus fonctionner, ce n'est plus le problème des salariés, hein, c'est le problème avec la population, les élus, y compris le préfet, parce qu'ils ont mission quand même d'assurer la sécurité publique, hein, un directeur de CHU. Hein. C'est la santé publique, hein, c'est leur mission.
Alors, ce qui est compliqué, c'est. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant longtemps auprès des malades, j'en suis partie parce que, effectivement, le cercle qui tourne, on se dit, il n'y a plus le sens du boulot, je fais du mauvais boulot, je n'ai pas de moyens à l'extérieur, c'était plus possible. Et j'avais proposé, dans le cadre d'une réunion syndicale, qu'il fallait dire non, qu'il fallait collectivement dire il n'y a pas d'AS, il n'y a pas de remplacement. Puisque c'est laisser l'appréciation des chefs de service qui doivent. Enfin, s'ils ne veulent pas recruter dans leur service, c'est leur problème, mais nous, on arrête les remplacements parce que là, je suis bien contente d'être partie parce que là, c'est incessant. Il y a 5 ou 6 postes qui ne sont pas couverts. Et ça fait 2-3 ans, non, ça fait depuis toujours, j'ai l'impression qu'elle remplace. On se remplace déjà en binôme. Quand on est absente, il y a toujours quelqu'un. Et en plus, on va remplacer 1, 2, 3, 4 services. J'ai dit stop, il faut dire stop. On renvoie les gens sur le secteur. Et on me dit, oui, mais c'est pour le bien des patients. Alors je dis, ok, c'est pour le bien, mais c'est pas pour le bien des patients. On se fait avoir avec, enfin, on se culpabilise, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas là, on va pas. Mais si le personnel va pas bien, parce que c'est ce qui se passe, parce que maintenant je suis au personnel et je découvre une catastrophe. Quand le personnel va pas bien, on s'occupe pas bien des patients, c'est pas possible. Donc je pense, on se dit, à quoi bon, moi j'ai honnêtement je jette l'éponge, je me dis, ça changera jamais, j'en ai ras-le-bol. Je vais faire mon boulot, le boulot qu'on me demande, et je n'irai pas au-delà. Voilà. Pour me protéger. Ça revient à ce qu'on disait ce matin. C'est-à-dire que c'est important de se protéger. Voilà, pour ne pas craquer. Et ça, c'est important. Sauf que c'est catastrophique psychologiquement. Voilà. Et le seul moyen qu'on a de s'en sortir, c'est de se dire, il ne faut pas que je reste tout seul. Voilà. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Vous voyez, le problème, c'est que les médecins sont très individualistes. Alors, on en a beaucoup qu'on a récupérés, qui sont venus par défaut dans les locaux syndicaux de la CGT parce qu'ils ont été jetés de partout, mais ils étaient cassés quand on les récupère. Et ils sont irrécupérables. Enfin, c'est une catastrophe. Même sur les postes adaptés, on n'arrive même pas à leur trouver d'emploi. Donc la question, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens s'enfoncer comme ça dans des impasses. Et le seul moyen, aujourd'hui, c'est de dire qu'il ne faut pas rester isolé. Voilà. Il ne faut pas rester isolé. Et le meilleur moyen de ne pas rester isolé, c'est qu'on est quand même dans des structures où le collectif de travail a une importance. Hein. Et donc, il faut qu'on reconstruise ces collectifs de travail sur le revendicatif. Sur le revendicatif, c'est-à-dire sur comment, demain, je peux travailler dans de meilleures conditions et comment je peux me sentir mieux quand j'arrive au boulot. Voilà. C'est comme ça qu'il faut qu'on aille discuter avec les collègues. Et aujourd'hui, on est une force quand même. Parce que vous travaillez en binôme. C'est donc il y a une logique, le binôme. C'est une logique de travail. Donc cette logique de travail, elle a une justification, c'est assurer la permanence, parce que vous n'êtes pas disponible. Bon, cette logique de travail, elle fonctionne tant qu'il y a 2 personnes. Il n'y en a plus qu'une, elle ne fonctionne plus. Ben là, il n'y a pas, ils n'ont pas embauché, ça ne fonctionne pas. Et donc, vous assurez la qualité du travail là où vous pouvez travailler. Ailleurs, vous dites, c'est niette, démerdez-vous. Et s'il n'y a pas d'assistance sociale et que la DMS augmente, eh bien, vous vous donnerez les moyens de recruter des assistantes sociales pour que les gens ne restent pas dans les lits et qu'on trouve des solutions. Mais c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. C'est votre problème à vous, monsieur le directeur. Démerdez-vous. Voilà, parce qu'autrement, on ne pourra pas continuer à travailler comme ça. Enfin, je veux dire, alors c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non tout seul. Mais il faut en discuter en groupe. Et en groupe, il peut se créer une dynamique où on peut dire non collectivement et on se serre les coudes, on dit non collectivement c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. On n'a pas d'autre moyen. Il faut partir du métier, du service, des petits groupes de travail. Les gens, ils se connaissent, il y a une confiance. Ceux qui sont hésitants, on pourra les convaincre. Ceux qui ont peur, pour lever la peur. On lèvera plus facilement la peur quand on se connaît dans un petit groupe que si c'est la secrétaire du syndicat qui vient, quoi. Même si elle est connue, qu'elle est respectée, voilà, bon, ça ne le fera pas. C'est pas toi la secrétaire du syndicat, c'est ça. Voilà. Bon. Enfin, une responsable du syndicat. Pour vous donner un exemple concret. Dans mon service, à la fin des années 90, vous voyez, ça date, on a fait grève pour de vrai, les médecins. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu bosser. Okay, on pouvait le faire parce qu'on était tous à l'époque attachés, non titulaires. Donc on a dit, on peut accepter les assignations, mais si on les refuse, vous n'avez aucun moyen de rétorsion contre nous.
Et les réquisitions, on a d'autres activités, on se barre, on ne les prendra pas. Il faudra que le préfet il nous envoie la police ou les gendarmes et qu'ils courent après nous, mais on ne viendra pas. Donc on avait préparé ça avec le chef de service, etc. Le chef de service, il a dit, il faut remplacer les médecins au SAMU aux urgences, donc on arrête le bloc, il n'y a que les urgences, les anesthésistes, ils viennent au SAMU aux urgences. On a commencé la grève le matin à 8h, à 21h, on signait l'accord avec, à l'époque, la RH. Voilà. On avait organisé le truc, hein, mais ça faisait 6 semaines qu'on était en grève avec assignation et que ça ne débouchait pas. On se donnait les moyens d'aller plus loin, mais comment on a réussi à faire ça? Parce que pendant 6 semaines, on a discuté. Et que ceux qui avaient peur, on les a convaincus que, parce que le directeur est venu nous voir en disant, mais on va vous traduire en justice, etc. Sauf qu'on s'était renseigné, on avait pris les appuis juridiques. On a dit, non, ils ne peuvent rien contre nous. Donc ceux qui étaient hésitants, la dynamique de groupe a fait qu'on est restés tous solidaires. Et ça a permis de gagner. Alors ça se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est commencer à discuter sur comment on peut essayer de mieux travailler, comment on peut créer le rapport de force pour que finalement on obtienne ce qu'on souhaite sur nos conditions de travail dans un premier temps, les embauches après pour que ça s'améliore, etc. J'ai quand même un petit peu souri parce que le vrai problème aussi, qu'on a un peu partout, c'est que les gens font de moins en moins des formations pour devenir assistants sociaux et qu'en plus, les collègues qui sont à la recherche d'un emploi préfèrent travailler dans les autres fonctions publiques que l'hôpital où ils sont mieux payés. On ne reconnaît pas l'ancienneté. Donc c'est tout un système qui est mis en place. Tu fais partie des professions réglementées où on demande des contrats d'études. Eh oui, mais les contrats d'études, ce n'est pas que pour les soignants. Hein. C'est, j'ai dit, dans les 14 professions réglementées. Hein. Donc, ça veut dire qu'il manque combien d'assistantes sociales aujourd'hui sur le département dans les hôpitaux? Il faut tant de contrats, point à la ligne. Et puis comme ça, on aura les assistantes sociales à la fin de la formation. C'est notre hôpital qui a un problème de recrutement. Oui. Que les autres Oui, mais parce que quand, moi, ce que je te disais, c'est que tu parlais de la concurrence, parce que pour qu'il n'y ait pas de concurrence, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il crée la pénurie pour qu'il y ait la concurrence, tu vois. Et forcément, si les conditions de travail sont meilleures au conseil départemental, les gens vont aller au conseil départemental plutôt qu'à l'hôpital. Voilà, c'est évident. Hein, voilà. Et la concurrence, c'est la catastrophe, y compris les hôpitaux aujourd'hui se concurrencent entre eux. Hein, en proposant un petit peu mieux, un petit bonus, une petite prime, un machin, enfin c'est le joyeux bordel aujourd'hui. On prépare aussi, vous vous rendez compte, des groupes, en fait, du collectif, de travailler en équipe. Et c'est vraiment que c'est quelque chose que, si vous êtes tous là, c'est pour ça, parce que vous ne voulez pas jeter l'éponge, et vous voulez travailler en collectif et en équipe. Et vous êtes vraiment tous moteurs, en fait, de ça. Et on peut y arriver, vraiment, si on travaille en équipe, on peut convaincre les autres, et tout doucement, vraiment, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ça prend des maux de tête, même des migraines. Oui, mais on y arrive à la fin. Bonjour, moi j'avais une question au niveau de la perte de chance. Moi je suis éducatrice spécialisée, j'ai bossé 6 ans en CNP enfants et en CATTP. En fait, moi j'aimerais bien, en tout cas parler de stratégie autour de cette question-là. Est-ce que finalement, aller au tribunal autour de la question de la perte de chance, est-ce que ça peut être une pratique qui est généralisable, même aux troubles du spectre autistique, par exemple, ou aux troubles mentaux plus largement? Encore plus, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une catastrophe pour les enfants, vu les délais de prise en charge. Mais c'est encore pire que tout. On flingue leur vie à ces gamins. Voilà, donc là, encore plus qu'ailleurs, il faut y aller. Encore plus qu'ailleurs. C'est scandaleux. Ce d'autant qu'aujourd'hui, sur le secteur de la psychiatrie, on a des propositions. On demande non pas des IPA, mais on demande une formation complémentaire après le DE pour qu'on ait de nouveau des infirmiers spécialisés en psychiatrie. On demande à ce qu'on embauche massivement des psychologues, on n'en manque pas, pour qu'on puisse mieux répartir le travail. Voilà, qu'on trouve une solution. On n'inventera pas du jour au lendemain 10 000 psychiatres. Mais on a des possibilités aujourd'hui pour améliorer les choses parce que là où il peut y avoir un vrai travail d'équipe, infirmier-médecin, moi je me rappelle quand j'étais interne en secteur psychiatrique dans les années 80, dans un secteur fermé, on avait des infirmiers fantastiques, qui étaient meilleurs que les internes, les jeunes internes psychiatres. Voilà, parce qu'ils avaient l'expérience, la compétence, l'appétence.
et envie. Hein. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas effectivement de nouveau revenir à une formation spécialisée pour les infirmiers, qu'on recrute massivement des psychologues dans le cadre effectivement d'un juste partage des prises en charge entre les psychologues et les psychiatres, sans que ça soit une guerre d'ego, de champ de responsabilité. Donc là, il y a les solutions. Et donc là, on a une force de frappe avec les familles phénoménale. Moi, je voudrais revenir sur la question du temps de travail et des 12 heures. Des 12 heures et des 32 heures. En fait, la dernière fois qu'on a parlé des 12 heures, c'était une des dernières réunions que j'ai fait à l'hôpital, j'ai commencé à parler des 32 heures, et la direction m'a regardé avec des yeux ronds, elle m'a dit, mais même ça là, vous parlez de choses, là, c'est impossible. De toute façon, les 32 heures, on n'en parlait même pas. Par contre, effectivement, on peut peut-être faire une semaine de 4 jours avec les 12 heures, etc. Voilà. Et là, on a quand même un vrai dilemme au niveau syndical avec le personnel, c'est-à-dire qu'on a un personnel quand même qui demande les 12 heures parce qu'ils veulent venir moins souvent à l'hôpital, parce que pour toutes les raisons que tu as dit, hein, c'est-à-dire j'habite loin, je ne peux pas venir, etc. Ou je veux avoir un deuxième boulot. Voilà, ou je peux avoir voilà, par exemple. Et on a donc, nous, les syndicats, qui disons, mais non, mais ça, les 12 heures, c'est pas possible, au niveau des conditions de travail, c'est pas possible. Voilà. Et là, j'aimerais bien savoir comment on pourrait finalement... comment dire, il faudrait que les gens puissent croire aussi qu'à un moment donné, ils puissent passer aussi aux 32 heures. Quoi. Parce que j'ai l'impression que là, les gens n'y croient pas. Alors, sur les 12 heures, bon, d'une part, on a un certain nombre d'arguments. Hein, c'est que l'Association des médecins du travail hospitalier a publié plusieurs études sur les effets délétères pour la santé des 12 heures. Premier élément. Deuxième élément, je reviens à la justice. Si à l'11e heure de votre temps de travail, vous faites une erreur, ça va être difficile face à un bon avocat. Ça va être compliqué. Parce que vous avez accepté de travailler en 12 heures. La direction va dire, mais ils ont accepté de travailler en 12 heures. Sauf que le juge dira, non, mais vous ne pouvez pas être attentif pendant 12 heures. Ce n'est pas possible. Parce que c'est dérogatoire, les 12 heures. C'est 10 heures le temps de travail maximum. 12 heures, c'est dérogatoire. Voilà. Hein. Donc, attention, c'est dérogatoire et on accepte de travailler 12 heures, alors qu'il y a plein d'études qui montrent qu'on ne peut pas être au top de ses performances pendant 12 heures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les 32 heures sur 4 jours. C'est relié à toute l'argumentation que j'ai développée tout à l'heure. Comment on rétablit une attractivité dans nos métiers ? Parce que l'attractivité de nos métiers, qui sont les métiers utiles pour la société, si on n'a pas un choc d'attractivité qui passe pas uniquement par la rémunération, hein, et ça c'est ce que dit tout le monde, oui il y a les rémunérations, mais c'est les conditions de travail. Dans les conditions de travail, il y a d'être en nombre suffisant, donc effectivement qu'on ait des ratios, et on soit en nombre suffisant. Et les 32 heures, c'est l'être en nombre suffisant. Voilà, c'est l'être en nombre suffisant. Et aujourd'hui, on a des ratios qui sont très supérieurs à la plupart des pays européens. Voilà. Et les 32 heures sur 4 jours, un certain nombre de pays les expérimentent dans certains secteurs d'activité, y compris en Grande-Bretagne. Donc il ne faut pas déconner, donc on va être capable de le faire. Effectivement, ça coûtera de l'argent, mais pour les métiers utiles. Voilà. La question aujourd'hui, c'est que tous les métiers utiles, aujourd'hui, il y a la grève des personnels de la petite enfance, parce qu'on n'arrive pas à recruter. C'est la même chose. Tous les métiers utiles ont été dévalorisés. Aujourd'hui, mais ça va même loin, mes collègues jeunes médecins à Paris, aujourd'hui, ils disent, mais pourquoi j'ai fait médecine ? J'arrive à 35 balais, je gagne 3500 balles par mois, j'arrive même pas à m'acheter un appart à Paris. J'ai un de mes amis, il a fait une école de commerce, il bosse comme trader à la Défense, il gagne 10 fois plus que moi, il s'est déjà acheté le 5 pièces dans un beau quartier. Et qui est le plus utile à la société ? Ah oui, mais c'est comme ça qu'il faut poser les choses. Il y a un problème. On a complètement dévalorisé nos métiers. Alors ce sont les métiers utiles, les autres, ils ne servent à rien. Ce sont des prédateurs, des sangsues. Voilà, quand ils font des conneries, c'est à nous de rembourser leurs conneries avec nos impôts. Donc il y a un moment donné, il faut le dire ça. À quoi ils servent là, ces traders là, à haute fréquence là, ils servent à rien. Donc il faut le poser comme ça aussi. Parce qu'il y arrive un moment donné. Alors parce que les métiers utiles, il y a ceux qu'on fait nous, dans l'enseignement, dans la petite enfance et
dans la santé et dans l'éducation. Et puis tous les métiers utiles de merde que les Gaulois veulent plus faire, c'est que les travailleurs immigrés. C'est-à-dire sur les chantiers pour ramasser les poubelles et tout. Hein, voilà, donc à un moment donné, c'est bon quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, on voit bien le problème que ça pose, puisque dans les EHPAD, je ne sais pas chez vous, mais dans les EHPAD à Paris, c'est que des Rachel Kéké. Hein. Voilà, c'est que des femmes d'origine africaine. Et on les embauche sans qualification en disant vous êtes femme, donc vous savez ce que vous occupez des vieux. Et c'est bon. Voilà. Donc il y a un problème quand même. C'est pas possible de... Donc ça, il faut quand même qu'on le pointe du doigt. Parce qu'on est dans une situation où si on n'arrive pas à avancer sur ces revendications, forcément à terme, il n'y aura plus personne pour bosser. Et j'insiste sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est voulu, c'est une stratégie réfléchie et organisée des libéraux pour qu'on réduise un service public à minima pour les plus pauvres, parce qu'on est les bons chrétiens et qu'on ne laissera pas les pauvres mourir dans la rue, mais tout le reste basculera vers le marché. Voilà, c'est ça qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire que ceux qui pourront s'en sortir, bien, c'est même pas 20% de la population. Même pas 20% de la population. Hein. Voilà, il faut être clair. Hein. Moi, je peux vous donner l'exemple. J'ai ma frangine qui est partie babacool aux États-Unis au début des années 80, à San Francisco, hein, la Maison Bleue dans la colline et tout. Elle est toujours babacool aujourd'hui, sauf que là, pour payer les études de sa fille, elle a arrêté son assurance santé pendant 3 ans. C'est moi qui la soignais par téléphone d'ici, quand elle avait un problème de santé. Voilà. Et ouais, parce qu'elle ne pouvait pas payer les études de sa fille et son assurance santé en même temps. C'est ça la vraie vie quand même là-bas. Et c'est ce que nous prépare M. Macron. C'est un fiefé menteur, Macron. Il a été mis en place et financé, sa campagne, ça a été financé par les oligarques, là, et aujourd'hui, il travaille pour eux. Et demain, il va faire comme Sarkozy, encore 10 fois mieux que Sarkozy. Il ira faire des conférences comme Obama, à 100 000 $ la conférence au Qatar. Voilà, quand il sera plus président de la République. Parce que là, il considère que c'est président de la République, putain, 15 000 balles par mois, c'est de la merde. Hein ? Tout à l'heure, il a été question de la Suisse, et puis des gens assoiffés d'argent ici qui vont fuir en Suisse parce que la méchante Suisse a un franc suisse très fort. C'est quand même oublier aussi que massivement, en France, on recrute dans le secteur sanitaire des médecins, et pas que des médecins, qui viennent de l'étranger, de pays pauvres. Et que ce pillage-là, parce que c'est un pillage, l'Algérie, par exemple, parce que je reviendrai sur cet exemple-là, ou la Syrie, et je reviendrai peut-être sur cet exemple-là, a financé des études de médecins, et qui, à la fin de leurs années de médecine, viennent en France pour des raisons honorables. Plus qu'honorables, quand je parlais de l'Algérie, je repense à une femme médecin qui demandait un titre de séjour définitif en France et qui travaillait comme aide-soignante dans un EHPAD à son ici. Quand je parlais de Syriens, réfugiés politiques, elle était réfugiée politique, le Syrien également, réfugié politique, psychiatre, qui ne parle pas français, qui a été embauché dans le secteur public, pas dans ce département-ci, qui ne parle qu'anglais, et il faut qu'il y ait une aide-soignante qui, maîtrisant l'anglais, fait la traduction. On arrive à ces degrés de folie qui mettent en danger les soignants, les soignés pour le deuxième cas, qui de toute manière fait une exploitation réglementée de la main-d'œuvre. Parce qu'évidemment, on sait tous que les salaires ne sont pas les mêmes pour ces médecins-là. Ces médecins, et donc je parlais d'aide-soignante, on a quelqu'un qui a les compétences d'un médecin, qu'on fait travailler, qu'on paye comme aide-soignant, qui fait un peu plus. Hein. Voilà, sur les 12 heures, moi je suis malheureusement effroyablement sceptique. Alors, la CGT a été la seule
à relayer ma parole quand, en tant qu'inspecteur du travail, j'ai alerté sur les dossiers, sur la question des 12 heures et du danger en faisant référence aux études dont vous parliez. Aller au-delà, c'est extrêmement difficile parce que les organisations syndicales, elles ont des électeurs. Et qu'il y a malheureusement une demande massive. Alors on dira, mais oui, mais si on instaure les 32 heures, si les salaires sont suffisants, je suis désolé. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire un salaire peut ne jamais être suffisant. J'ai travaillé dans l'aviation civile, j'ai découvert à ce moment-là que la profession qui demande le plus en France d'avance aux 15 du mois, c'est les pilotes d'avion. Quand j'étais à Paris, j'avais une grosse clinique. À un autre moment donné, j'étais aussi en région parisienne. J'avais une très grosse clinique et régulièrement la question du cumul d'emploi se posait. Et à la sortie du dernier CHSCT, parce qu'en région parisienne, la question des carences d'effectifs, le cumul d'emploi est beaucoup plus fort en région parisienne qu'il ne l'était ici, dans le secteur de la santé, notamment pour les infirmières, et au dernier CHSCT, il y a le DRH qui me harponne en disant j'en ai une bonne à vous raconter sur les cumuls d'emploi. J'ai découvert, au moment où il partait en retraite, que mon pharmacien cumulait 3 plein temps. Oui, c'est possible. C'est pas des, enfin, le pognon, on n'en a jamais assez. Plus on en a, plus on veut. Donc, moi je veux bien les 32 heures, je ne demande pas mieux. Je crains que si vous les obteniez, demain vous ayez une revendication, 32 heures, oui, mais en 3 jours. Pour cumuler des emplois ou pour éventuellement faire autre chose tout à fait honorable. Mais il y a quand même, enfin, vous vous rappelez de mon courrier, celle qui siégeait à l'époque en CHSCT, où je posais la question du cumul d'emploi et du danger que ça représentait pour les salariés qui s'exposent, bien entendu. Mais oui, mais on est jeunes, ça ne nous arrivera jamais, l'erreur professionnelle, on ne la commettra jamais, nous, on est solides, on est jeunes, on verra qu'on aura 50 ans, et puis on a fait construire à 1 heure, comme vous disiez tout à l'heure, de Grenoble, parce qu'on est en campagne, que c'est mieux pour les enfants, et puis alors il faut payer une première voiture, une deuxième voiture, puis ça coûte quoi les mettre, et puis l'essence, vous avez vu le prix de l'essence, etc., et on cumule, et on cumule. On est dans un cercle vicieux où nous sommes tous un peu coupables, quand même, il faut le dire. Oui, alors le problème du deuxième emploi, ça me rappelle ma jeunesse, quand j'allais de l'autre côté du mur. Ça veut dire qu'on a les emplois publics dévalorisés, hein, donc mal payés, donc où on ne bosse pas terrible, et puis on a un deuxième emploi pour pouvoir gagner sa vie. C'était ce qui existait voilà, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne de l'Est, etc. Voilà, enfin, si c'est l'avenir qui nous propose, c'est effectivement catastrophique. Ça veut dire que ça justifie ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une volonté de casse des services publics. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque. Et ça ne sera pas que les professionnels de santé. Est-ce qu'on veut des services publics de qualité avec du personnel en nombre et disponible ou pas? Et donc ça dépasse la seule lutte des travailleurs de la santé, enfin du secteur de la santé, comme ça englobe, et du médico-social. Il est clair qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Et bien sûr, il peut toujours y avoir une revendication de dire je veux bien faire 32 heures, mais sur 3 jours, pas 4 jours. Après, dans les conditions de vie aujourd'hui, 4 jours et 3 jours de repos, enfin, dans la négociation, enfin, je veux dire ça, et 8 heures par jour, c'est-à-dire pouvoir rentrer à des heures raisonnables chez soi, c'est raccourcir la journée de travail par rapport aux 12 heures, ça a quand même une certaine attractivité. Je ne dis pas que ça s'argumente simplement, mais quand même, je peux vous dire, nous à l'assistance publique, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose pour contrer les 4 jours comme axe de lutte.
Alors effectivement, ça apparaît lointain vu les déficits de personnel, mais les gens, ça commence à rentrer dans leur tête. Et vous savez que sur ces revendications-là, on a toujours eu, depuis 2 siècles, on nous explique que ce n'est pas possible. C'était pas possible d'arriver à la journée de 40 heures, c'était pas possible d'arriver à la journée de 39 heures, c'était pas possible d'arriver à la journée de 35 heures. Mais enfin, on a des gains de productivité aujourd'hui qui font qu'on doit être capable de travailler moins longtemps et pouvoir vivre mieux. Autrement, ça sert à quoi, les gains de productivité? Voilà, et on nous resserre toujours la même soupe. C'est pas possible, l'économie, machin. Et puis, ça a toujours été possible quand on a mené les luttes. Voilà. Et que l'objectif aujourd'hui, c'est bien la diminution du temps de travail, parce qu'on a des gains de productivité et que les travails où aujourd'hui on a besoin de personnel disponible, ce sont les emplois comme les nôtres, où là il n'y aura pas de gain de productivité parce qu'on s'occupe d'humains. Hein, donc on aura moins d'emplois dans l'industrie, on aura moins d'emplois dans l'agriculture, etc., y compris sur un certain nombre d'administrations et de services avec l'informatisation. Mais nous, c'est des emplois qu'on ne peut pas remplacer. Hein, même s'il y en a certains qui pensent qu'on pourra remplacer une aide-soignante par un robot dans un EHPAD. Ça risque d'avoir quand même quelques limites. Oui, on pourra utiliser des robots pour éviter le port de charges lourdes, mais pour pouvoir accompagner, discuter et redonner le moral à une personne âgée qui a un petit coup de blues, je doute que ce soit un robot qui puisse le faire. Peut-être deux éléments de réflexion. Du coup, ça m'a un peu perturbé l'histoire du robot. Je n'avais pas idée. Enfin, du coup, ça évoque aussi un peu tout ce qui s'est passé dans l'industrie, parce que dans l'industrie, ça fait 50 ans, si on lit la propagande syndicale, qu'il y a une intensification des conditions de travail. Donc on se dit c'est à tel point intensifié que ça doit être vraiment, tout le monde doit mourir au bout de 20 minutes, quoi, vu à chaque fois on raconte que ça se dégrade. Alors je dis de manière un peu drôlatique, mais en même temps, il y a un historien qui s'appelle Nicolas Hatzfeld qui a pris au sérieux justement toute cette littérature sur l'intensification, qui a montré que justement ce genre d'aménagement ergonomique, parce qu'il y en a dans l'industrie comme il y en a dans l'hôpital, rien que les lits ont changé, ont pu permettre des manipulations plus faciles, ont permis à côté de ça du coup d'accroître les rythmes et une intensification du travail, ce qu'on développe depuis ce matin. Mais ce que je voulais dire, c'était peut-être un élément de réflexion, et puis après essayer une petite piste d'action pour vous derrière, parce que moi je reprends mon train tout à l'heure, mais vous avez démarré là, c'est assez fascinant et intéressant de voir comment cette réflexion collective commence à se mettre en place. Premier élément de réflexion, c'est que on a beaucoup parlé, on a fait un peu ce matin et aujourd'hui, beaucoup comme si, et c'est beaucoup le cas, je trouve, il y avait dans l'action collective que des intérêts communs à défendre et qu'on était au fond tous d'accord là-dessus. Là, on commence à évoquer des crispations avec la question des 12 heures, qui est évidemment problématique, où on peut s'affrontent des conceptions du travail divergentes. Et effectivement, quand on est dans une action collective ou dans une action syndicale, on n'est pas seulement dans la défense des travailleuses et des travailleurs, on est aussi dans la défense d'une certaine conception du travail. Et c'est un peu cette tension entre les deux qu'il faut toujours mener. Et il y a des divergences sur la manière de bien faire son boulot entre professionnels. Et la difficulté d'une action collective dans laquelle vous entrez, qui fait qu'elle est à la fois stimulante et parfois un peu énervante, on en sort un peu chamboulé, c'est qu'on défend des intérêts communs, et le cahier revendicatif qui vous a été proposé me paraît tout à fait stimulant et revigorant. Et en même temps, on défend aussi la possibilité de continuer à avoir un espace collectif de controverse sur le métier, on a des opinions hétérogènes sur la manière de faire le métier. Alors vous avez quantité de protocoles dans vos métiers, et pourtant, bien évidemment, ça ne répond pas à toutes les questions. Travailler tant qu'on n'est pas remplacé par des machines, et c'est justement pour ça que les machines ne pourront pas nous remplacer sur un certain nombre de tâches, c'est que travailler au quotidien, c'est faire des choix. Et on ne fait pas toujours exactement les mêmes choix, en fonction de son histoire, de ses conceptions du métier, etc. Et ce qui est important de préserver aussi dans le travail, c'est des espaces, c'est des temps pendant lesquels on peut mettre à plat, échanger sur ses choix. Alors ça existe parfois de manière plus ou moins rare et espacée à travers des groupes d'analyse de la pratique. Ça peut être frustrant parce que ça bute bien souvent sur le problème fondamental qu'on a évoqué depuis le début, c'est le manque d'effectifs dans vos métiers, donc d'une certaine manière ça peut un peu sembler vain, et pourtant ça a quand même son utilité. Et ce qu'on observe bien souvent, en discutant avec des camarades qui sont dans la santé, ou en ayant fait moi-même quelques expertises à l'hôpital, c'est que là où ça dégénère le plus en conflit interpersonnel,
où on n'arrive plus à considérer l'autre qu'à travers des épithètes insultants, c'est parce qu'il y a des problèmes d'effectifs qui sont de plus en plus de toute façon passés, oubliés, naturalisés, banalisés, et qui se sont transformés en conflits personnels, parce que par ailleurs, ça révélait des manières différentes de faire le boulot, pas forcément pour dire qu'il y en avait qui étaient supérieures à d'autres, mais des manières différentes de faire le boulot, de le concevoir, qui ne trouvaient aucun espace pour être discuté, arbitré, même si c'est un arbitrage provisoire et que ça peut être révisé, sont des espaces extrêmement importants. C'est un psychologue du travail qui s'appelle Yves Clos, par exemple, qui dit que là où les disputes de métiers disparaissent, les querelles interpersonnelles augmentent. Et donc c'est replacer l'idée que le conflit, c'est pas mauvais en soi, mais de quoi, qu'est-ce que c'est le cœur du conflit? C'est une controverse sur le métier, sur la manière dont on exerce ce métier. Et c'est ça aussi, j'ai peur, qui se perd dans vos métiers. Après, ce qui est, en tout cas, ce qui est générateur de frustration et du conflit interpersonnel. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant entre ce matin et cet après-midi, et ce que je trouve peut-être comme piste d'action qui peut faire lien entre ce qui a été présenté ce matin et cet après-midi, quand Selma vous a posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on a peur alors que quand même on a la sécurité de l'emploi, elle vous a un petit peu poussé comme ça en disant vous n'êtes pas un ouvrier intérimaire du bâtiment qui peut se faire virer du jour au lendemain. Le truc qui est venu plusieurs fois, c'était le planning, et avec des arguments tout à fait, comment le planning est organisé, le risque que du coup il y ait des arbitrages favorables pour certains, que c'est la source de tous les copinages et clientélisme, etc. Et que c'est une source d'intimidation, de pression, ça a été très très bien expliqué. Du coup, ça ouvre des perspectives de revendication, pas seulement d'imposer des règles, de rappeler et de faire imposer des règles légales sur comment doit être fait un planning, mais des revendications qui peuvent aller au-delà. C'est ça aussi l'action collective, c'est pas seulement de faire appliquer le droit du travail, sur comment devrait être fait le planning. Là, j'ai pas d'idée là-dessus, mais quand vous en discuterez, vous verrez. Jacques évoquait plutôt la perspective d'un service centralisé de planification. On pourrait imaginer dans l'autre sens une forme d'autogestion à l'échelle du service en se passant de la cadre de santé. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, l'idée c'était d'enlever à la cadre cette arme redoutable. Et en même temps, je trouve que du coup, ce qui pourrait devenir une revendication, en tout cas ce qui a été présenté comme une vraie question, un vrai enjeu, si on met en lumière cette question du planning, si on le met sous le feu des projecteurs, on va très très vite arriver là où nous amenait Christophe en début d'intervention, c'est sur la démonstration du défaut de moyens. Parce que pour l'instant, le planning, il reste un petit peu, au moment de sa confection, dans le bureau de la cadre de chantier, qui se prend la tête, j'imagine bien, pour réussir à mettre des noms dans les cases, qui appelle les unes, les autres, etc. Mais personne, apparaît, n'a une vision globale du problème. À partir du moment où on se le réapproprie collectivement, à un moment donné, les cases du Tetris, on va voir qu'il y en a tout un tas qui sont vides. Et le défaut de moyens, il va pouvoir être authentifié de cette manière-là. Et ensuite, ça ouvre éventuellement toutes les perspectives, alors j'imagine qu'il faut discuter, puis il faut être accompagné, outillé sur le plan juridique, avoir des usagers qui se prêtent au jeu, si je puis dire. Mais ça ouvre des perspectives qui sont quand même, en termes d'action, qui sont intéressantes, puisqu'on a dit à quel point l'outil de la grève, même si là on a un exemple de grève réelle, mais l'outil de la grève à l'hôpital, c'est quand même compliqué du fait des réquisitions. Vous avez dans l'autre sens, je ne sais pas si on compare avec les contrôleurs aériens, ils font des grèves qui ne sont pas super populaires mais qui sont super efficaces. Généralement, en 5 heures, c'est bouclé, ils ont obtenu leur augmentation de salaire et ils arrivent à 6 000 au lieu des 5 500 qu'ils avaient avant. Bon. Vous, c'est pas très efficace parce que vous êtes réquisitionné, mais c'est quand même beaucoup plus populaire. L'écho des grèves, du mouvement de 2019 a quand même été important, et par rapport à la discussion qu'on avait ce matin, je pense que c'est quand même pas pour rien dans le Ségur. Le Covid tout seul, sans ce prologue, je ne suis pas sûr que ça aurait donné le Ségur. Donc vous avez un outil, c'est que quand même, dans la population, il y a un vrai écho sur vos luttes, les gens voient très bien l'impact de vos conditions de travail, ou en tout cas peuvent très vite les comprendre, sur leurs conditions de santé. Et donc là, il y a un levier à jouer, peut-être à travers notamment ces actions judiciaires. Il n'y a pas effectivement que la grève, et voilà, je dis ça dans une enceinte organisée par la CGT, mais là je crois qu'il y a tout un tas de pistes inventives qui sont dessinées aujourd'hui, et c'est assez enthousiasmant.
Juste sur les plannings, parce qu'on en discutait ce midi, une revendication, et on l'a mis en œuvre dans mon établissement, y compris dans mon service, c'est se réapproprier donc la gestion des plannings par l'équipe professionnelle. Et le cadre ne fait que valider et arbitrer quand il y a des difficultés, et ça fonctionne très bien. Et le cadre eh bien, est dans son rôle d'animation de l'équipe, de contrôle, de gestion des conflits. Il ne passe pas 80% de son temps à faire le planning. Alors la contrepartie, c'est effectivement que l'équipe doit assurer la continuité du service. Donc s'il y a des remplacements, il faut que les gens s'arrangent pour se remplacer, changer leurs jours. Mais ça fonctionne relativement bien parce qu'il y a un sentiment de responsabilité collective qui fait que ça marche bien. L'expérience montre que ça marche et ça soulage les cadres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le travail est de plus en plus dur. Hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le travail... Non, oui, le problème aujourd'hui, c'est que les conditions de travail rendent malade. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a dégradé les conditions de travail, on n'a plus le temps. C'est-à-dire qu'il y a une intensification. Le lean management, le productivisme fait qu'avant, à l'hôpital, moi jusqu'en 2002, jusqu'à la réduction du temps de travail, on était un certain nombre de médecins, les médecins qui faisaient des gardes en réanimation au SAMU. On rentrait le week-end, pour faire moins de week-end, on rentrait à l'hôpital le samedi matin, on sortait le lundi soir. Et bon, oui, c'était fatigant, mais on avait des temps de pause, des temps de convivialité. On faisait le repas ensemble, enfin bon bref, il n'y avait pas cette pression qu'on a aujourd'hui, où il faut être tout le temps à fond. Voilà, donc on avait les temps de pause, on était de garde. La garde, c'est au cas où. Voilà, donc et y compris en réanimation, quand les malades, on avait fait les soins, toute l'équipe bouffait ensemble. Aide-soignante, infirmière, médecin. Et chacun amenait son petit truc. Et ça change quand même l'ambiance et les conditions de travail. Ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui. C'est impossible. Il faut tout le temps être sur la brèche. Et c'est ça qui a dégradé aussi les conditions de travail. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on a une légitimité. Alors, on ne reviendra pas en arrière, mais parce que les gens ne souhaitent pas forcément rester plus longtemps qu'il ne faut sur leur lieu de travail. Mais de dire, on a une légitimité à demander une réduction du temps de travail parce qu'il y a une intensification, et que cette intensification, y compris, il y a des critères de qualité qu'on a mis en place qui font qu'on travaille mieux. Mais si on travaille mieux et de manière plus intense, on doit travailler moins longtemps. Voilà, enfin, ça paraît une réflexion saine. Et on va prendre l'heure passe, en fait, on ne se rend pas compte, mais l'heure passe. Et donc on va prendre une dernière intervention et après on va faire, je vais vous poser une petite question qu'on va pouvoir peut-être traiter un autre jour. Oui, très rapidement sur le temps de travail, la réduction du temps de travail et les 32 heures. Bon, je pense qu'il ne faudrait pas être je dirais que les travailleurs eux-mêmes soient le frein au progrès social en s'empêchant, en s'interdisant de revendiquer le mieux pour nous. Et le mieux, c'est bien évidemment la réduction du temps de travail. Elle a été portée par un entrepreneur LDLC, qui est un patron je crois qu'il a entre 1000 et 2000 salariés dans sa boutique, et il a proposé ça au syndicat. Alors il ne l'a pas proposé, il a dit je vais mettre en place les 32 heures dans la boutique, à la grande surprise des syndicats. Et ça fonctionne très bien. Et il expliquait aussi que la 4e journée, le 3e jour du week-end, en gros, c'était aussi pour que les gens puissent faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire dans la semaine. Parce que moi je rappelle quand même que, notamment les femmes, elles ont le 2e travail après le travail. Et notamment le week-end, s'occuper des enfants, s'occuper de la lessive, s'occuper de ci, s'occuper de ça, dans une société quand même patriarcale. Donc pour la majorité, c'est encore ça. Et notamment quand elles ont des temps de travail qui sont découpés, comme ça peut être dans les hôtels, dans le commerce, ou même dans l'aide à domicile, quand on est sollicité sur des temps de la journée comme ça. Donc oui, il y a à réfléchir ceci. Tout ça pour dire que nous, on a dit à la CGT, il faut peut-être faire un peu aussi ce qu'on demande aux autres. Peut-être réfléchir à comment nous aussi à CGT on propose et on construit cette question du temps de travail, de réduction du temps de travail. C'est ce qu'on a fait nous à l'Union départementale avec 2 salariés avec qui on a mis en débat cette question-là et on est passé aux 32 heures et à notre grand étonnement, elles ont voulu rester sur 4 jours et demi et non pas sur 3 jours. Donc on se fait aussi des films dans la tête, dans les négociations, dans les discussions qu'on peut avoir, en ayant déjà décidé les choses à la place des gens, en pensant que les gens vont poser sur 4 jours. Enfin, voilà, il faut qu'on mette ça en débat, moi je pense, avec les salariés. Si vous le souhaitez, on peut venir avec un certain nombre d'interlocuteurs sur une demi-journée d'études, une demi-journée pour en discuter, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est de revenir au basique et
effectivement de discuter, de reprendre en main, je dirais, l'organisation du travail, puisqu'on voit que si on la laisse à d'autres, eh ben, elle se fait contre nous. Donc, comme on disait, on va clôturer la journée. Je voudrais quand même aussi, il y a quelque chose qui, depuis tout à l'heure, en fait, traîne dans ma tête, en fait, c'est, on a parlé beaucoup des conditions de travail, de l'amélioration des conditions de travail, mais en fait, on ne vous a pas posé la question. C'est quoi pour vous l'amélioration des conditions de travail? C'est quoi, en fait, que vous souhaitez que vos conditions de travail soient meilleures, en fait? On va donner quelques minutes pour ça. Moi, je voulais dire, quand on est passé aux 35 heures, donc moi, je travaille au CISI, au Centre d'information et de soins pour les VIH. Je suis infirmière et technicienne d'études cliniques. Et quand je suis arrivée, nous avions une file active de 700 personnes. On était 3 personnes à 70, 80 et 100%. Le 70 est parti, elle n'a pas été remplacée. Et maintenant, on a une file active de 1200 patients. Il faut qu'on aille à Voiron, à Bourgoin, à Vienne. On travaille aussi avec la Savoie et la Haute-Savoie, donc on fait souvent des déplacements, etc. Il y a eu juste 20%, maintenant un collègue qui était à 80 est passé à 100, c'est tout ce qu'il y a eu. J'avais déjà envoyé un mail en disant, alors bien sûr les chefs ils ont toujours plein de projets, ce qui est très bien, mais bon, il faudrait peut-être avoir aussi les moyens personnels. Et donc quand on est passé aux 35 heures, on n'a eu personne non plus. Donc ça, tout augmente sauf le personnel. Et donc les 32 heures, c'est bien, mais ça me fait un peu peur. Parce que maintenant, ce qu'on fait en 35, ce qu'on faisait en 40 heures, on est obligé de le faire en 35. Et on a de plus en plus de travail. Et moi, j'ai fait un burn-out en 2017 à cause de ça, parce que je me sentais nulle, j'arrivais plus à avancer. J'avais l'impression que j'étais nulle. Donc voilà. Et alors les 32 heures, c'est super. Mais ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait de l'embauche à côté. Mais on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Moi, j'ai participé à la négociation sur les 35 heures à l'époque. On s'est fâché très grave avec les députés de la majorité de l'époque, parce qu'on leur a dit, ce que vous nous proposez nous mène dans le mur, puisque vous nous proposez les 35 heures, c'est-à-dire 10% de réduction du temps de travail, et vous proposez que 5% d'emploi en plus, donc on va dans le mur. Et on est dans le mur, voilà. Et c'est lié à la réduction de temps de travail telle qu'elle a été votée par la gauche en 2002 à l'hôpital, qui était une catastrophe. On leur a dit à l'époque, ils ont dit « Ah ouais, mais déjà 35 000 emplois, c'est fantastique. Ouais. » On leur a dit « Non, c'est pas fantastique, tu limites 10%, c'est mathématique, mon gars. » Donc, il y a une intensification du travail qui a entraîné des épuisements professionnels, une dégradation des conditions de travail et donc de la vie quotidienne de beaucoup de salariés. Parce qu'on s'est fait avoir, on ne fera pas avoir une deuxième fois. Juste un dernier petit mot, c'est-à-dire que le vote ne règle pas tout, que ce soit le vote politique ou le vote aux élections professionnelles. Mais ça joue quand même beaucoup sur les moyens que peut avoir le syndicat et sur sa force vis-à-vis des interlocuteurs administratifs ou autres. Il y a les élections professionnelles là, à la fin de l'année. C'est un enjeu majeur sur la participation. Il faut savoir qu'en particulier dans les CHU, on a un véritable problème sur la participation. On fait dans certains CHU des scores qui sont parfois assez ridicules par rapport au nombre d'adhérents annoncés par les syndicats. Donc déjà, si on pouvait se fixer comme objectif, parce que c'est un vote électronique, donc il va falloir aller chercher les voix et donc stimuler nos collègues pour qu'ils votent, d'abord voter soi-même et voilà, se fixer les objectifs, chaque syndiqué ou chaque sympathisant, d'aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 votes. C'est très important, en particulier dans les CHU, parce que si on a encore une chute de la participation, ça remet y compris en cause la légitimité de ces élections, indépendamment du fait que vous savez que la CGT n'est plus la première organisation syndicale dans ce pays, que pour l'instant dans la fonction publique on reste la première organisation, il serait bien qu'on reste la première organisation dans la fonction publique et en particulier dans la fonction publique hospitalière. Mais plus on fera de voix dans la fonction publique, plus sur le score global public-privé, ça pèsera aussi. Hein. Donc pour la prochaine échéance de la représentativité syndicale, ces élections sont un enjeu majeur. C'est quand même 5 millions de salariés qui votent. Salut.